Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 24 novembre 2025. Nous sommes 2 jours après PSG Le Havre, nous sommes 2 jours avant PSG Tottenham. Ce sera les deux thèmes du soir comme souvent. On va faire, allez, on va tenter de faire 1 heure, grosse heure sur PSG Le Havre, et puis après on va parler un peu plus de PSG Tottenham. Là, je dis ça pour attirer les gens, mais en fait, c'est pas vrai. Faut le savoir et vous le savez aussi bien que moi. Mais on est quatre en tout cas ce soir. Tout le monde est de retour puisqu'on avait fait un podcast un peu spécial pendant les vacances. On a mis les troupes au repos. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, on nous dit sur le live, pauvre Xavi Simons. Peut-être qu'on se moquait pas de Xavi Simons, hein. Bon, peut-être que si, mais seuls les présents le sauront. Normalement, Daryl est là. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Et l'ami Blaise, normalement, était aussi là. Allô? Bonsoir Philo, bonsoir à Ah, tous. c'est bon, j'ai cru que ça ne marchait plus d'un coup. Bon, bah, ça fait très plaisir de vous retrouver. Bon, pour vous, ça fait 2 semaines ou un peu moins. Le live, 1 semaine et tout. Il y a quoi avec Xavi Simons? Ah bah, il y a rendez-vous mercredi soir, hein. Il faut savoir, est-ce que Xavi Simons a été bien vendu à 50 millions d'euros? On aura la réponse donc mercredi soir. À cet instant, je pense que la réponse est plutôt oui. Peut-être que mercredi soir, je serai un peu aigri, mais c'est la réponse du moment. Bientôt avec Pia. Oui, je serai chez Pia, donc sur sur France Bleu, ça s'appelle Paris ou Île-de-France maintenant, je sais plus. Ou ici Ici Paris. Paris. Voilà. La radio a changé de nom, je suis complètement perdu. Jeudi pour parler du livre qui est donc 55 ans raconté par les supporters rouge et bleu et un peu de culture PSG en général, tu cites tout ça parce que ça fait quand même maintenant 12 ans que je m'en occupe ou 11 ans, je sais même plus. Et voilà, donc j'ai rendez-vous avec elle jeudi midi et c'est diffusé, si je me trompe pas, en fin d'après-midi. Voilà. Vous savez tout de mon escapade française très rapide. Oui, nous avons vu Irissa Ganagay qui met une tarte à son coéquipier et qui se fait expulser, laissant son équipe à 1-10 à Old Trafford pour 75 minutes. C'était formidable. Autre chose, tiens, je voudrais remercier les subbers pendant que j'y suis. Merci à Dawid97, merci à Umberto Coelho et à Daz92 ainsi que One. Savoir, bon, Daryl étant Daz, je vous laisse imaginer qu'il paye pour sa participation ou pas. En attendant, on va rappeler les buteurs de PSG Le Havre, qui est donc le premier thème du soir. Les joueurs parisiens ont inscrit 3 buts, puisque le PSG a gagné 3-0. Ouverture du score de Lee Kang-in à la 29e sur une jolie passe décisive de Nuno Mendes. Deuxième but de Joe Neves à la 65e, pas de passe décisive, si ce n'est que Barcola a tout tenté pour marquer sans réussite à ce moment-là. Et enfin, à la 87e, Bradley Barcola a cette fois-ci trouvé le chemin des filets sur une belle passe décisive de Gvishak Kvaratskhelia. 3-0 score final. C'était donc samedi soir au Parc des Princes. Il faisait très froid. On a même eu des belles photos de la neige au Parc des Princes dans la foulée. Je dois admettre que le Parc des Princes sous la neige, ça me fait toujours quelque chose. Mais en tout cas, est-ce que Daryl veut s'occuper du pouls du match? Pas facile celui-là, Daryl, de pouls du match, je pense. Ouais, pas forcément simple parce que c'était pas un match euh, hyper abouti. Enfin, bon, c'était un match de retour de trêve internationale, donc on connaît un petit peu le piège que représente ce genre de rencontre. En plus, face à un adversaire comme Le Havre, qui est un adversaire plutôt modeste, mais qui était quand même dans une bonne dynamique, puisqu'ils étaient invaincus depuis 4 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils C'est une étaient bonne équipe, dans hein. une position. Oui, Ouais, oui, non, oui. En plus, voilà, c'est une équipe qui avait des ambitions. C'est une équipe plutôt sympathique, hein. Oui, oui, c'est dans cette Ligue 1. Didier avait annoncé avant le match qu'il ne viendrait pas pour poser le bus. Et effectivement, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Et j'ai trouvé que c'était une équipe plutôt cohérente, qui joue dans un schéma en plus un peu particulier, donc le 4-4 de Losange, mais un schéma qui maîtrise plutôt pas mal. Non, c'était vraiment de leur côté, je trouve que qu'ils ont fait un match, euh, un match pas mal quand on compare aux prestations d'adversaires même plus renommés, on va dire, face à nous. oh, Mais bon, nous de notre côté, est-ce que tu parles des experts en BTP niçois dont on me cite le nom sur le live? oui, oui, par exemple, voilà. Et les experts en BTP qui d'ailleurs là, évidemment, lors de leur rencontre du week-end, n'ont pas bâti le même édifice. Mais bon, La, la bétonnière était passons. coincée sur la 8. Qu'est-ce que j'y Ouais, peux? C'est ouais, c'est ouais, dommage, mais bon. Oui, donc voilà. Mais après, bon. vas-y, reviens sur PSG là, excuse-moi. Ouais, sur PSG Le Havre, donc nous, de notre côté, on a mis une composition, comme souvent ces derniers temps, euh,
en tenant surtout compte en fait en gérant les temps de jeu, et en tenant compte des rencontres qui avaient été disputées lors de la trêve internationale. Bon, c'était une composition plutôt attendue, à peut-être une ou deux surprises près, surtout la titularisation de Nuno Mendes. C'est un match où clairement l'équipe s'est plutôt économisée. Et première mi-temps, j'ai trouvé qu'on était. Il y avait pas non. En fait, on n'a pas vraiment reconnu le collectif du PSG. Il n'y avait pas mais supposé notre jeu comme d'habitude et vraiment avoir des phases de domination dans le camp adverse. C'était relativement équilibré. Voilà, il n'y avait pas un danger monstrueux, mais quand même Chevalier a dû s'employer pour venir le Havre a su se procurer des occasions. Ouais, en fait, ça coupe un peu ton Allô temps quand tu parles, Daryl. Je sais pas si t'es sur la même connexion que d'habitude, mais ça te sature un peu ton. Ah ouais. Bon, ok. Ouais, Vas-y. je suis sur la même. Bon, Je sais vas-y, pas. continue. C'est pas. Vas-y. Ok. Ouais, préviens-moi si ça vous pose problème. Après, je switcherai de système son. D'accord, vas-y. Mais donc voilà, pour revenir sur le match, voilà, la première mi-temps était un peu moyenne. La deuxième, je l'ai trouvée un petit peu meilleure, notamment après l'heure de jeu et les changements. Mais bon, on a su en fait marquer des buts plutôt au bon moment, donc vers à la demi-heure de jeu. En fait, sur des coups, en fait, voilà, on a su donc ouvrir le score puis l'aggraver en fin de rencontre, sans se mettre finalement, évidemment sans se mettre minable. Donc c'est quand même un match qui est remporté 3-0 de rien. Donc, et si je prends les dernières rencontres, là, il y avait Nice et Lyon, où c'est des matchs gagnés à la dernière minute. Avant ça, le match précédent en Ligue 1, c'était peut-être Lorient, donc un nul. C'était vraiment ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas su en fait se mettre à l'abri et, et gagner assez tranquillement. Mais malgré ça, c'est peut-être un des matchs les moins les moins aboutis collectivement et où on retiendra surtout le résultat plus que la performance. L'équipe a fait le boulot, mais sans plus, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Globalement, le PSG a fait le travail. Tu t'en sors avec 3-0. Donc très bien. À la différence de but, c'est parfait, quoi. Enfin, c'est parfait. Tu peux toujours faire mieux parce que Oui, oui. c'est un des rares matchs cette saison où on crée plus de 3 expected goals. Et rien que ça, Oui, ça oui. enfin, c'est pas arrivé souvent cette saison. Je crois même que c'est peut-être contre Toulouse. Et encore, je suis même pas certain. Peut-être Atalanta Ouais, aussi. je pense que c'est le match. Oui, contre l'Atalanta, on a le même nombre de goals. Genre, c'est pas et quelques. Voilà. C'est dans les mêmes eaux. Et c'est vrai que oui, c'est un peu paradoxal parce que c'est le match où on crée le plus d'expected goals. On en concède aussi quand même Ouais, plus de 1. Hein. plus d'un. Ouais, donc ça doit être en Ligue 1 un des matchs où on a le plus concédé. Euh, c'est ouais, un peu paradoxal parce qu'il n'y a pas trop de maîtrise, mais niveau T'as des d'occasion occasions. créée. Ouais. Bah, comme je dis sur Ouais. le live, on tire 31 fois, donc c'est énorme, 31 tirs. Enfin, c'est énorme. Enfin, pour ceux qui ne réalisent pas, 31 tirs, ça veut dire que tu tires une fois toutes les 3 minutes quand même. Alors c'est vrai qu'il y a des actions, par exemple le but de Neves, où tu as 3 tirs sur la même action. Donc ça fausse un peu les stats. Mais malgré tout, non, en termes de création d'occasion, c'est pas trop mal. Le gardien vrai, Dio fait un bon match. Tu le sollicites pas non plus énormément, mais il y a quand même du travail. On a combien de clean sheets depuis le début de la saison? Si je me trompe pas, Chevalier, j'ai joué 18 matchs et 8 clean sheets. Voilà, ça donne. Ouais, je crois qu'au Parc, en Il y a Ligue que 1, en tout Strasbourg cas, qui a marqué au il Parc. y a que Strasbourg. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, au Parc, C'est pas mal. Strasbourg a marqué, le Bayern a marqué et c'est tout. C'est pas compliqué. Puisque l'Atalanta avait pas marqué et on a joué que 2 matchs à domicile en Ligue des Champions pour l'instant. Voilà. Oui, Mathieu? Non, je voulais juste rebondir sur ce qui était dit. Je pense que l'impression mitigée sur le match de samedi, elle est surtout sur le plan défensif. Ouais. Puisqu'offensivement, il y a eu des occasions qui ont été créées. Bon, tu sais que les matchs comme ça, post-trêve internationale, tu peux avoir pas forcément une grande continuité en termes de maîtrise et tu peux avoir des moments où tu lâches un petit peu et aussi avec des changements qui sont gérés en fonction des temps de jeu. Je pense que c'est surtout sur le plan défensif et notamment pour un mi-temps où ce qui amène à avoir une opinion un peu mitigée oui, du match, avec notamment cette énorme occasion à 0-0 qui est sauvée sur la ligne par Chevalier. Et dans la foulée, le but de Lee Kang-in. Donc c'est vraiment
pour le coup un tournant du match, même si pas à 1-0, Paris pouvait évidemment remonter, mais c'est un match qui se met dans le bon sens à un moment assez clé, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plusieurs occasions, notamment sur des actions développées sur le côté gauche de la défense parisienne. Donc surtout deux occasions très similaires qui finissent par des frappes en angle fermé où le Chevalier bouge bien l'angle, mais où c'est des combinaisons plutôt bien menées par Le Havre et qui mettent hors de position la partie gauche de la défense parisienne. Donc je pense que c'est surtout ça qui amène à se questionner un peu sur le rendement de l'équipe samedi. Après, honnêtement, je leur en viens pas forcément en rigueur. On sait à quoi ressemble ce type de match post-trêve international en général. C'est Pour pas le coup, glorieux. l'équipe alignée, oui, c'est typiquement le genre de match où tu dois avoir des hauts et des bas. Après, l'équipe qui est alignée, malgré tout, ressemblait à quelque chose. Il y a eu des entrées positives. Donc voilà, là, on est dans le processus de récupérer des joueurs, de pouvoir aligner à nouveau des équipes compétitives, en espérant en avoir fini pour de bon avec les blessures importantes. Mais voilà, ça va être l'enjeu de ces prochaines semaines jusqu'à la trêve. Ouais, et puis bah, comme tu dis, on a géré tant de jeux. Lys, il sort à la 55e, c'est parce qu'il était encore en train de jouer mardi à Séoul, quoi. Au bout d'un moment, tu peux pas demander à un mec qui a fait le trajet Séoul-Paris, qui a joué 90 minutes ou 80 le mardi en gros, sur un match un peu compétitif, puisqu'ils ont gagné que d'un but, si je me souviens bien, de jouer 90 minutes le samedi, quoi. Donc non, Il y a eu que des changements en termes de temps de jeu aussi pour faire entrer des joueurs cadres 20-30 minutes pour leur dégourdir un peu les jambes. À part deux, c'est les deux changements de l'heure de jeu. Beraldo Ramos, ça je les interpréterai un peu différemment, mais on peut en ouais. discuter. J'allais te dire, je pense que Beraldo Ramos, Oui. ils sont pas été sortis pour la gestion des temps de jeu. Je crois qu'il y a eu assassinat du football et que Luis Enrique a dit allez vous sortez, j'en peux plus là. Mais bon, il y a une bonne récupération. Lee Kang-in a enchaîné les deux matchs. Non, mais la question c'est pas vraiment celle de la récupération, c'est la question un peu de la gestion des musculaires des joueurs, de pas créer de la fatigue musculaire alors qu'on a déjà perdu deux joueurs dans le secteur offensif. Si on perd en plus Lee, on se retrouverait à jouer tous les matchs avec Kvara, Barco, Mayulu, voire Ramos. Et puis bah tu peux pas. Le calendrier est trop épais, trop chargé, donc c'est normal de gérer. Et Luis Enrique d'ailleurs l'a pas caché, je crois, je sais plus après quel match c'était. Je crois que c'était après qui. Oh, enfin bref, après un match, il a dit avant et après le trêve international, on gère les temps de jeu par Oui, rapport c'est à ce qu'ils ça. vont jouer aux sélections. Je crois que c'était après Lille, après le match à Lille, Ouais, quand on fait c'est un ça, partout, ouais. exactement. Ouais. Où il dit, moi ça m'avait un C'est- peu choqué. Mais à Lyon, pareil, à Lyon, il a quand même sorti, c'était Kvara qu'il avait sorti pour Mbaye, alors qu'on était à 2-2. Il fait Bon, ça sur tous les matchs de Ligue 1 depuis le début de Oui. saison. Hein. ouais, Luis c'est Enrique, ça. c'est pas que avant la Ah, trêve ou après ouais. la trêve, c'est vraiment, Oh, plus c'est maintenant assez quand même. marquant, Hein. je trouve. Ouais. Ouais. Là, ces derniers temps, je trouve que c'est beaucoup plus marqué qu'en début de saison, où là, enfin, contre Lille, justement, on a donné l'exemple, ou même contre Lyon, où vraiment le score ne s'y prêtait pas, et pourtant il fait des changements Bah, en souviens-toi, anticipation de la trêve internationale. souviens-toi Strasbourg, Daryl, il fait pas rentrer Ouais. Vitinha, Mendes rentre à 90e, un truc comme ça, Arrière et droit, Hakimi rentre pas non plus. Oui, arrière droit et Hakimi rentre pas non plus, je crois. Donc c'est ça. je pense à ce moment-là, il y avait des choix aussi. C'était le match qui m'a le plus marqué à ce niveau-là. Strasbourg. Alors que tu menais au score, enfin, t'étais mené, tu remontais et t'essayais de gagner à la fin. Ouais. Voilà le pouls du match. Collectivement assez moyen, surtout défensivement, comme tu as dit, Mathieu. Ouais. Offensivement, bon Ouais, normal. dans les derniers mètres, offensivement, c'était pas non plus. Enfin, Non, il c'était y a pas des top. occasions, mais il y a du déchet. Tu t'appliques un peu, tu peux gagner comme l'OM 6-2 contre le Havre, par exemple. D'ailleurs, limite, Voilà. le même score 6-2 aurait peut-être plus reflété la physionomie de la rencontre, avec le Havre qui marque et nous qui en mettons plus. Mais bon, c'est comme ça. Vitinha ne rentre même pas contre Strasbourg. Oui, non, non, mais il y a eu. Voilà. En plus, Strasbourg, je crois que c'était un retour de trêve un vendredi soir, si je me trompe pas. Donc, il avait vraiment. Exactement. Voilà, il avait beaucoup, beaucoup fait tourner. Et puis, bah, les joueurs, Pacho, il n'avait pas joué parce qu'il rentrait des États-Unis. Pareil, ils avaient joué des matchs amicaux là-bas, je crois. Donc, oui, Pacho restait tranquillement sur le Pacho. On n'a même pas entendu son nom pour s'échauffer. Hein, alors qu'on a fait quand même rentrer un central gauche. Mais bon. Sur certains des choix de Lucien Enrique, bah, tiens, moi il y a un truc qui m'a un peu surpris, et je veux bien votre avis, comment vous l'interprétez, là on est un peu dans la partie collective. Nuno Mendes qui joue les 90 minutes, bah tiens Blaise, un avis là-dessus? Moi je m'attendais pas à ça honnêtement, j'étais comme, je crois que c'était Smaïl et Felipe Sad qui commentaient le match, j'étais là, ah bon, bah pourquoi pas, hein, il revient de blessure.
Comment tu l'as compris, Blaise, cette gestion du joueur? Bah, je dois dire que, comme tout le monde, j'étais surpris. Après, objectivement et peut-être même de manière assez optimiste, je me dis que ça a été une fois une combine ou entre guillemets un agrossissement peut-être de la gravité de la blessure parce que bah, le fait qu'il puisse jouer tout de suite 90 minutes, pas au niveau physique, mais donc au niveau potentiellement des risques sur la cheville, je pense que il était touché, mais s'il y avait eu un match important une semaine après Lyon, il aurait joué. Donc il y a peut-être de ça et puis après on a aussi des impératifs où bah, Lucas Hernandez était une solution sur les deux postes et la prestation de Beraldo peut-être a tranché puisque Pacho, je pense qu'il n'a pas été envisagé qu'il joue assez rapidement. Hmm. Peut-être qu'il a pas de chauffage chez lui, donc on l'a ramené pour qu'il ait une petite couverture tranquillement parce que. Non, mais c'est un truc que je comprends pas en fait, c'est que. Enfin, je comprends évidemment, mais il est dans le groupe, mais Mais tu dois après, faire. ça, je pense que c'est aussi je vais pas dire un camouflet parce qu'il n'y a pas forcément de pression à mettre à ces joueurs-là, mais c'est que derrière peut-être un Camara ou je sais pas quelles seraient les options, c'est que même en s'entraînant de temps en temps avec les pros et en sortie de trêve, il n'y a pas derrière un joueur qui permette de dire que Pacho va être sur le banc, dans les tribunes. Après, c'est vrai que convoquer et Pacho et Marquinhos pour qu'ils ne rentrent pas, je sais pas. Bon, c'est pas très rare dans tous les cas. Le fait Ouais, en cas qu'il. d'hécatombe, quoi. Ouais, le Enfin, fait qu'il. s'il y a vraiment des soucis. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, non, c'est sûr, s'il y a double blessure, bah écoute, Pacho peut jouer. Mais c'est vrai que bon, je pense que Pacho, il a pas été envisagé un seul instant de l'envoyer s'échauffer. Ça vous surprend que bah, Beraldo sorte, alors que lui, pour le coup, il est resté toute la trêve à Paris, et que finalement on fasse jouer tout le match à Nuno? Oui, Blaise? Philo, t'as une formule où tu dis souvent le foot, il y a des matchs et bah, Euh, on les voit. Bah oui, Lucas Beraldo, on a aussi vu la prestation. Il y a, il y a parfois, effectivement, il est intéressant et il est très souvent intéressant quand il peut apporter avec le ballon. Mais là, il était en souffrance. Il était en souffrance, même si ça s'est beaucoup plus vu sur la première période. Mais au bout d'un moment, et je pense que Luis Enrique aussi l'a un petit peu dit avec la conférence de presse d'avant-match, entre guillemets, tout le monde a été récompensé avec le trophée d'Achraf Hakimi. Donc on repart sur une nouvelle saison. Et donc là, peut-être une volonté de remettre de l'exigence, c'est en parler avec la sortie également de Ramos assez tôt. Ouais, Mathieu, je sais que tu as ouvert le micro. Toi aussi, tu penses que c'est uniquement parce que le joueur était trop moyen? Bah, il était en difficulté et il y avait que 1-0 à ce moment-là. Ouais, en fait, il sort et le Donc, deuxième est marqué. Je viens de ouais. vérifier. Il sort à la 65e et Joao marque à la 66e. Donc c'est vraiment juste Non, après. non, mais je pense que voilà, c'était une question de compétitivité à ce moment-là de l'équipe, à la fois pour Ramos, mais peut-être qu'on fera un débat séparé sur son cas. Mais Oui. ouais, sur Beraldo, ben, il y a eu des attitudes défensives qui ont été assez préoccupantes et handicapantes sur le match. Donc, l'intégralité des situations du Havre ont été dans sa zone, en fait, sur le match. Donc, à Ouais. partir de là, sans qu'il soit responsable directement, mais il a été responsable sur la photo, on va dire, de façon très marquante sur la très grosse occasion à 0-0 que sort Chevalier. Donc, c'est vraiment pas une prestation positive de sa part et sa sortie pouvait le justifier. Après, je pense que, comme l'a dit Blaise, Nuno Mendes probablement était en état de jouer. Je pense que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des Oui. risques Non. énormes qui étaient pris. Il me semblait plutôt en jambes, même si plutôt sur l'économie d'un point Ah de ouais. vue physique et gestion de ses efforts. Mais il me semble, c'est juste il a joué en gestion, quoi. Et d'autres l'ont fait aussi sur le match de samedi. Donc, Mm. En voilà. fait, ce qui me surprend un peu sur Nuno Mendes, c'est qu'on va jouer Tottenham puis à Monaco. Et ça veut dire qu'il jouera pas les trois. Il va pas faire les trois en 7 jours. Enfin, la dernière fois qu'on lui a fait faire 3 matchs en 7 jours, bah, ça s'est fini à l'infirmerie. C'est exactement ce qui s'était passé. Hernandez peut jouer à Monaco, a priori. Oui, voilà, Monaco, c'est pas nécessaire de mettre Bon. tous les titulaires. Hein. Non, non, mais on verra. Mais c'est pour ça que je pensais qu'il sortirait avant la fin du Nuno. Pour pouvoir vraiment enchaîner ensuite Tottenham-Monaco. Et vu qu'après, il y a une semaine entre Monaco et Rennes. C'est la dernière semaine sans match, là, début décembre. C'est un peu pour ça que je suis surpris. Après, la sortie de Beraldo, je la comprends. Mais si je pense qu'au moment où il sort, c'est peut-être le moment dans le match où il arrive un peu mieux à cadrer les choses. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il sort.
Et il y a la plus grosse occasion du Havre, le poteau, c'est finalement Hernandez qui couvre le but. Bon, ça c'est autre chose, mais c'est pas disons que la sortie à l'heure de jeu de Beraldo, je la comprends et j'ai un moment, je me dis pourquoi il sort pas carrément à la mi-temps s'il est nul en fait. Mais bon, c'est vrai que Luis Enrique fait quand même assez rarement des changements à la mi-temps hors problème physique. Donc c'est comme ça. Voilà. C'était juste une question que je me posais. Sur les changements, tout ça, les joueurs qui ont joué, il y a un changement, plutôt un choix de Luis Enrique qui m'a un peu interpellé. Comment vous le comprenez On parle des temps de jeu, mais justement, je comprends pas pourquoi Hernandez a pas remplacé Nuno à la 65e plutôt que Beraldo en fait. C'est vraiment ça, c'est ma seule interrogation. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus logique de remplacer Portugais. Après, j'ai pas les données physiques qu'ils ont et tout ça. Comment vous comprenez l'entrée de Gvara en joueur axial? Est-ce que vous liez ça qu'au match? Est-ce que vous liez ça peut-être au fait qu'on n'a pas de Dembélé, que Mayulu est peut-être un peu dans le trou en ce moment? Je veux bien votre avis sur ce choix que. Enfin, il me semble qu'il avait déjà joué de la sorte contre. C'était contre qui déjà? Je me souviens qu'on avait vu Gvara comme ça dans un rôle un peu axial. Il y a Monaco l'an dernier, 2 mois. Monaco, sur l'un de le match où Voilà. il marque, Ouais. c'est son premier but en Ligue 1 au PSG, il le fait en position de numéro 9. Voilà, exactement. Sur ce match, l'entrée de Gvara dans l'axe, on me dit sur live, Lucho teste des options. Tu À es ce moment-là, d'accord? sur le terrain, il y avait 3 ailiers gauche, en fait. Puisqu'il C'est y avait vrai. Mbaye, Barcola et Gvara. Donc, il faut bien les répartir. Tu peux choisir de mettre Barcola dans l'axe. On l'a vu notamment face à Arsenal. Euh, je parle de la demi-finale retour quand il manquait Dembélé. Ils avaient interverti un moment entre Barcola et Doué Ouais. au poste de numéro 9. Mais c'est Barcola qui avait commencé le match dans une position axiale, il me semble. Ou inversement, mais je crois que c'est Barcola qui avait commencé numéro Oui. 9 sur Ouais, c'est ça. le retour face à Arsenal. C'est ça, Mathieu, je te confirme. Et donc voilà, il faut bien choisir comment tu les répartis. Ça fait du sens, je trouve, que Clara pourrait être ce poste de numéro 9. Après, ça a été vraiment sur une portion assez réduite du match. C'était un quart de 20 minutes. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut en tirer vraiment des conclusions. Mais ça sera intéressant pour mercredi. On en C'est discutera sans ça. doute quand on fera les compos. Est-ce que tu mets Likangin? Est-ce que tu mets Mayulu? Est-ce que tu mets Gvara? Donc, il y a plusieurs options pour le poste de numéro 9. Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont mis sur live. De ce que je vois des profils, il vaut mieux mettre Barcola à droite et Gvara à gauche. Moi, je rejoins totalement ça, mais c'est intéressant de voir d'ailleurs que Barcola a fini à droite ensuite. D'ailleurs, sur le but, il joue à droite. On a repassé Mbaye à gauche. Je trouve ça intéressant l'alternance qu'il a fait entre les ailiers, les positions à gauche, à droite, chacun son tour. Je pense qu'il ménage un peu la chèvre et le chou, mais malgré tout, c'est bien de pas voir Barcola tout le temps à gauche, de pas voir aussi, comment il s'appelle, Gvara. Enfin, Gvara, je préfère le voir tout le temps à gauche, lui, pour le coup. Mais de voir Mbaye aussi côté gauche, dans les bons trucs du match, vraiment, je trouve que l'utilisation des ailiers un peu à tour de rôle, dans des zones différentes, tout ça était bien vu. Tout à l'heure, Mathieu, tu parlais de les difficultés défensives. On va revenir dessus parce que je pense que c'est quand même un gros point de cette rencontre. Comment vous les lisez? Comment vous les voyez? Il y a après la rencontre, donc Didier Digard, pardon, notre ancien joueur, qui est l'entraîneur du Havre depuis maintenant un certain temps. Il lui est demandé sur Ligue 1+, est-ce que vous aviez ciblé spécifiquement Beraldo? Et Didier Digard dit non, non, pas du tout. On a joué notre jeu et naturellement, on est attiré par ce côté-là, tout ça. Est-ce que vous croyez à cette explication déjà, premièrement, par rapport au match? Et est-ce que le plan de jeu du Havre vous a pas rappelé un peu quelque chose? Oui, Blaise. Sur la deuxième question, j'avoue que j'avais ouvert le micro avant. Après, sur le Peu importe, fait que vas-y. le Havre, non, mais juste pour apporter peut-être l'info ou la précision, c'est vrai que le Havre attaque beaucoup côté droit et ce depuis la saison dernière, même s'ils ont des profils différents. Donc, pas étonné. Après, oui, je dois reconnaître que j'ai du mal à le croire, tant il avait l'air d'avoir ciblé certaines phases de jeu pour empêcher donc le PSG de relancer et de prendre de la vitesse. Il y a notamment ce qu'il a fait sur les premières touches parisiennes où on a mis énormément de temps à trouver des solutions. Et c'est vrai que dans cette défense-là, avec ce joueur-là, en fait, Beraldo, c'est un joueur qui, quand tu lui laisses de l'espace, évidemment, il est très à l'aise.
Et par contre, quand tu lui mets totalement un profil comme l'attaquant à vrai, qui se déplace latéralement, qui va le dominer quand il est dos au jeu, bah bien sûr que Beraldo il est ciblé, et ça on l'a vu la saison dernière, on a vu même des équipes comme Reims ou d'autres relativement très faibles équipes de Ligue 1 le faire. Donc je suis persuadé que lui qui disait cette semaine être féru de tactique, il avait ciblé Beraldo. D'accord. Hmm. Daryl, tu Je sais pas partages? si c'est forcément. Vas-y, Ouais, vas-y. je partage. En fait, je sais pas si c'est forcément Beraldo. Je pense que c'est plus la zone en fait dans le dos de Nuno Ouais. qui naturellement du coup est couverte par Beraldo quand il est sur le terrain et un peu à la manière de ce qu'a fait Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs, quoi. Bah Et voilà. là, comme Nuno n'était pas forcément en plus bah, hyper enclin à revenir promptement défendre, ça a laissé Beraldo dans des situations de 1 contre 1 excentrées, qui sont bah, des situations que nos défenseurs, en tout cas Beraldo et Surtout alors lui, ouais. bah, Zabarni, là pour le coup il n'y a pas eu de souci, mais on en avait parlé dans un podcast précédent de ces difficultés sur le côté droit. Ça c'est des situations que nos centraux, enfin certains centraux n'aiment pas chez nous et là pour moi ça a vraiment exposé Beraldo et l'a mis en grande difficulté. Encore plus, il est pas en confiance en ce moment. Là, ça a été absolument terrible pour lui. Ouais. Mais tu sais, excuse-moi, Philo. Y a pas de souci. Non, mais je disais vraiment, pour moi, il l'a ciblé parce que je trouve, et ça, on n'en a pas forcément beaucoup parlé depuis le début de la saison, mais en Ligue 1, il y a vraiment cette recherche, sans faire une vraie défense à 3, d'avoir en fait vraiment 3 joueurs qui jouent le rôle de centraux. Et là, il y avait donc Nuno dans cette équipe. Et en fait, ça surresponsabilise et ça expose en éloignant généralement les joueurs, puisque bah, Warren, même Oui, il a plutôt fait un bon match dans le registre, on va dire, d'Ashraf pardon, Hakimi, les positions de départ, elles sont vraiment différentes. Et donc, on joue avec un Zabarni qui, lui, peut écarter plus parce qu'il a la capacité à couvrir des plus grands espaces, par exemple, que Marquinhos. Et je trouve que depuis le début de saison, c'est tentant pour les coachs adverses en fait de jouer surtout sur un profil comme Beraldo, de le mettre dans ce qu'il aime pas parce que là il est surresponsabilisé à la défense. Donc moi je pense qu'il y avait vraiment en tout cas une volonté, si c'est la zone évidemment, mais de jouer des 1 contre 1 et de le forcer à défendre. Bah, tu vois, c'est marrant, Daryl a cité exactement l'exemple auquel je pensais, à savoir Chelsea qui a super bien utilisé. Pour moi, Beraldo, en fait, c'est la deuxième partie du problème. La première partie du problème, c'est l'intervalle entre Beraldo et Nuno. T'as une zone où Nuno, en Ligue des Champions, hein, il est beaucoup plus attentif, il verrouille le couloir, il fait très attention au placement. Les petits matchs comme ça, ou les matchs où, bah pareil, la finale des champions, de la finale de la Coupe du Monde des clubs, il y a une autre truc à noter, c'est par exemple, Ruiz était complètement épuisé. Là, il n'y a pas Ruiz en relayeur gauche. Et on voit que Nuno, quand il n'a pas le point de repère qu'est Fabian, qui est un joueur qui est très intelligent dans la gestion des espaces, se fait aspirer ou gère pas très bien sa profondeur. Et je pense en fait que le plan de jeu à vrai, qui naturellement passe par la droite, ça c'est vrai. Je pense que Digard n'a pas menti quand il dit qu'il n'a pas ciblé Beraldo. En revanche, il a clairement ciblé l'intervalle entre Beraldo et Nuno, où on voit Beraldo courir, courir dans la largeur et tenter de couvrir la largeur sans y parvenir. Et comme tu dis, une fois que tu as pris tu te retrouves à faire sortir Beraldo sur un côté où tu sais que c'est pas là où il est meilleur parce qu'il manque un peu de vitesse et qu'en plus c'est des joueurs qui arrivent lancés face à lui et physique, ouais, tu as tous les ingrédients pour le mettre en difficulté. Mais plutôt que, je pense pas vraiment que Beraldo soit la cible. Mais en revanche, Didier Digard a très bien étudié le PSG. Il a vu ce que les équipes ont bien fait. Et Strasbourg l'avait très bien fait aussi d'ailleurs au Parc des Princes avec je sais plus qui jouait côté droit, tout ça. Et donc tu profites de cet intervalle un peu bâtard côté parisien, ou même Hernandez quand il doit jouer côté gauche a du mal à le gérer parce que bah, c'est compliqué. Et ils ont très très bien fait leur affaire. Après, ils jouent dans un 4-4 de losange, donc ils ont un joueur de plus au milieu, ce qui leur, ce qui leur apporte des avantages, ce qui permet notamment à Keshta de se retrouver avec des super, enfin pas Keshta, mais pas que Keshta, mais lui et les autres, avec des supériorités numériques côté droit. Mais oui, bah après tu payes aussi les problèmes de ton système, hein. Quand Nuno se retrouve à être un contre un face à l'arrière droit parce que bah, le relayeur droit a pas eu le temps de venir,
tout le monde est décalé et puis bah, le deuxième poteau, t'es libre. Donc c'est aussi un peu cette volonté de surcharger le côté offensivement leur a apporté beaucoup, mais leur a aussi coûté en même temps défensivement avec ces difficultés. Après, comme dit Sorel, vont commencer à être lus. Je pense que le PSG, ça fait des mois et des mois qu'il est étudié par tous les tacticiens de la planète. Alors là, ça Oui, fait je partie pense qu'on est l'équipe la plus scrutée, hein, pour le Ouais, coup. voilà, ouais. Peut-être le Bayern actuel de compagnie qui est un peu très particulier, où il y a des équipes assez folles. Newcastle, par exemple, qui est une équipe qui connaît pas les couloirs. Il y a des équipes assez particulières que les tacticiens aiment bien découvrir et tout. Mais c'est vrai que forcément, le PSG de Luis Enrique qui a remporté la Ligue des Champions avec trois mecs d'1m60 au milieu. Enfin non, il y a Ruiz qui est grand mais qui saute pas. Et puis des concepts de jeu, 23 ans de moyenne d'âge, enfin, des trucs qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans, hein, ça depuis l'Ajax de 95 pratiquement. Évidemment que le PSG est scruté. Et oui, Maresca a donné une excellente réponse tactique en finale de Coupe du Monde des clubs. Et c'est normal que d'autres tentent de faire pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que cette gestion de l'intervalle côté gauche, et un truc qui dépasse un peu Beraldo. La différence, c'est que d'habitude, tu tombes pas sur Beraldo, tu tombes sur William Pacho, et là, tu passes un mauvais quart d'heure. Bon, Beraldo, je peux rien. L'hospitalité brésilienne, c'est pas celle des Équatoriens, visiblement. Il te laisse rentrer chez toi, tu peux t'essuyer sur lui. Bon, bref. Mais je pense que le PSG, quand même, même en interne, je serais pas surpris qu'ils aient ce débat par rapport au côté gauche, ce petit souci de quoi, de 20-30 mètres qu'il y a entre les deux joueurs qui se retrouvent à être très bien exploités par des équipes qui ont travaillé la chose. D'ailleurs, j'ai été surpris que le Bayern n'exploite pas plus quand on les avait joués il y a quelques semaines. Mais bon, c'était juste mon point. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette histoire de petits détails tactiques, d'exploitation d'espace, de zone, de Beraldo, de Nuno? Rien du tout. Non, pas spécialement. D'accord, non mais tu me dis, j'ai rien à rajouter, Non, puis on non. passe à autre chose. Ouais. Il n'y a pas de souci. D'un point de vue collectif, est-ce qu'il y a autre chose sur lequel vous voulez revenir? Blaise, Daryl, Mathieu, les changements, la charnière, le milieu de terrain ou autre, devant, non. Je pense que d'un point de vue collectif, on a un peu fait le tour. C'était pas un match collectivement où on apprend grand chose, j'ai trouvé. Donc, on va passer au perf individuel. Alors, pour une fois, nous pouvons dire des choses positives de Lucas Chevalier. Alors, profitons-en, les amis, hein. Nous avons eu un bon Lucas Chevalier. Est-ce que Daryl veut faire un point palefrenier ou un point chevalier? Je ne sais pas. Oui, on fait un petit point chevalier. Là, Allons. saisissons l'occasion d'en faire un positif, en espérant qu'il y en aura d'autres derrière, dans des matchs plus gros enjeux. Mais là, évidemment, il faut parler de lui, parce qu'il a été... déjà, avant même de parler de sa prestation, il y a quand même le contexte. On l'avait quitté après des matchs, une série de matchs pour le moins moyens, on va dire. Et puis surtout, il y avait une petite polémique terrain avec bon, le fameux Like Gate. Voilà, il y avait cette petite interrogation. Mais il a pas semblé du tout perturbé ça, c'est étonnamment. Et il a pour le coup livré sa meilleure prestation sous nos couleurs, à mon sens, en étant véritablement décisif. Ouais, on a évoqué plutôt les arrêts qu'il fait alors que le score était encore de 0-0. La situation là, alors bon, il y a déjà ce premier tir en angle fermé de Keshta où heureusement il ferme les jambes, parce que c'est vrai que s'il prend ce but là, en fait, c'est absolument désastreux. Là, je peux dire Mais qu'on voilà, s'il prend celui-là, on parle plus du Light Gate, hein. On parle d'autre chose. ah oui. Ah oui, le Light Gate est très vite oublié. Euh, et là, tout ce qui s'ensuit, avec en plus une interview le lendemain, diffusée le lendemain à Téléfoot, etc. Bon, donc, le contexte aurait été abominable pour lui. Donc il évite de prendre ce but, et derrière, il y a ce gros arrêt là, où il y a une reprise de près, où moi, clairement, je la voyais dedans. Et voilà, on est encore parti pour un match un peu galère, etc. Et non, il réussit à la sortir de façon assez, enfin, de façon assez grandiose. C'est pas sans rappeler le arrêt de Donnarumma sur la tête de Tielemans. Alors il y a moins d'allonge, c'est pas le même contexte, etc. Mais c'est voilà, ce genre de ballon où ça va rentrer, et puis hop,
des temps, il la sort de nulle part, il est bien suppléé évidemment après sur sa ligne. Mais bon, je pense que ça l'a mis pas mal en confiance. On a vu d'ailleurs la célébration derrière. Et puis ça s'est propagé parce que je sais plus si le corner, il y a un corner un peu après là, je sais pas si c'est dans la continuité de l'action ou pas. Il y a une sortie là aérienne, corner où il se saisit du ballon avec vraiment avec autorité. Et ça, je trouve que ça témoigne pas mal en fait d'un état de confiance du joueur. Et puis en plus là, à la fin, en tout cas plus tard dans le match, il y a ce poteau bon ça pour le coup, il est vraiment chanceux, mais il avait tendance à être plutôt malchanceux en plus des prestations suffisantes qu'il délivrait. Il y avait des fois quand même où il manquait un petit peu de réussite. Et bon là, ça a tourné sur ce match. Est-ce que c'est de manière durable? Je l'espère. Mais voilà, en tout cas, il y a un rebond qu'on attendait depuis longtemps. Et bon, j'espère que ce sera pas juste cette rencontre, mais que c'est le début d'une phase un peu plus durable où il sera en tout cas plus un élément qu'on pouvait considérer comme un poids pour l'équipe. Ouais, on va espérer que ce soit le début de grandes choses. Euh, Blaise ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose sur Donnarumma? On me demande sur live combien de sollicitations durant ce match. 4, 5 au moins. Non, non, pour le coup, il fait probablement son meilleur match. Alors bon, c'est pas très dur, mais oui, Mathieu? Non, c'est ça, je dirais 5 en comptant la sortie aérienne. Ouais, Parce c'est que tu ça. as l'arrêt sur la ligne, les 2 arrêts en angle fermé, coup franc, et puis la sortie. Alors, on nous parle de Gigio Donnarumma. Ah, il nous a fait un truc ce week-end assez Donnarumesque, on va dire. Mais bon, on l'embrassera toujours, Et Gigio. il y a quand même eu quelques arrêts aussi ce week-end, Oui, oui, c'est sûr. mais sans parler de la comparaison, c'est compliqué parce que tu as toujours le point de référence, hein. Quand tu recrutes un joueur, tu compares toujours par rapport au joueur qui le remplace. Ça, c'est inévitable, quel que soit le poste, et a fortiori gardien, où c'est très individualisé, évidemment. Mais ouais, de toute façon, on avait un peu planté les enjeux avant la trêve, après le match face à Lyon. Il entre vraiment dans une période de quelques semaines avant la trêve où il a l'opportunité de faire un peu basculer du moins sa première saison au PSG, et de retrouver un peu d'air avant d'affronter les matchs décisifs européens. Et ça, il en a besoin, parce que si tu te retrouves avec un joueur, un gardien qui est totalement démonétisé après la trêve, qui rentre dans une phase aréolesque, puisque c'était la période où il avait commencé à encaisser un but sur chaque tir cadré lors de la saison 2016-2017 par exemple, et qu'il avait ensuite perdu sa place en janvier. Là, tu le retrouves plus. Donc, c'est vraiment le moment où il doit s'accrocher, et il doit avoir des matchs qui lui permettent de justifier, enfin, de gagner un peu de crédit, quoi, ou de maintenir le crédit qui lui reste. Ouais, non mais oui, il fallait absolument qu'il se rende. On dit sur live, j'ai l'impression qu'il passe qu'aux joueurs qui ont le niveau B2 en français. Je sais pas s'il fait ce genre de distinction, mais en tout cas, il a pas fait d'erreur. Il y a à peu près tout qui allait dans son sens. Et à cet instant, avant un match Ligue des Champions, c'est à peu près tout ce que tu peux espérer globalement, quoi. Parce que si ça tourne mal, alors si ça peut vous rassurer, son autre meilleur match de Ligue des Champions, enfin de notre meilleur match avec le PSG, c'était PSG Auxerre, et c'était juste avant qu'on aille gagné 2-1 à Barcelone. Donc à l'époque, pareil, il avait enchaîné 2 matchs plutôt qualitatifs. Bon, on va espérer que ça se confirmera. Bon, on va pas s'enflammer trop. LC30 est-il lancé? Je ne sais pas. En tout cas, on a déjà eu droit à 2 interviews nous expliquant que son rôle avait changé. Ben, oui, j'espère que tu en as pris conscience désormais. Voilà. Tiens, question intéressante sur live. Les commentaires sur Renato Marine de Luis Enrique, vous les comprenez comment? Peut-être que tout simplement Renato Marine est un bon gardien. Que il aura possiblement une place au PSG à l'avenir. Faudra voir ce qu'il va donner à moyen terme. Est-ce que c'est pas aussi une façon de préparer l'opinion publique à un éventuel départ de Safonov non remplacé cet hiver? Je sais pas. Je pense pas qu'on prendrait un risque tel. Mais en tout cas, Non, remplacer, c'est impossible, je pense, parce que le PSG, en tout cas, depuis Luis Enrique est là, tu as toujours 3 gardiens, plus oui, les gardiens du centre. Enfin, tu n'utilises pas le gardien du centre comme troisième gardien, c'est ce que je veux dire. oui, voilà. Alors que sur certains entraîneurs, ça peut être le cas. Mais je pense notamment sur Laurent Blanc, même Emery, il me semble.
Euh, C'était souvent le gardien du centre qui faisait le troisième gardien à l'époque, Maignan, si vous vous souvenez, Ouais. et d'autres. Mais là, c'est pas le cas depuis plusieurs années au PSG, même avant Luis Enrique. Donc, on avait l'hôtelier, on avait des joueurs qui venaient faire le nombre en troisième gardien. Donc, on piochait jamais parmi les joueurs du centre pour faire troisième gardien. Et là, on a refait rebelote cet été, puisqu'on est allé chercher Renato Marine pour remplacer Arnaud Tenas. On n'a pas utilisé, je sais pas, Mouquet, il me semble, le Ouais, gardien des mais jeunes. il est en fin de Donc, contrat, ok. Donc, voilà. mais non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que on le prépare pas pour passer déjà doublure, par exemple, en février, enfin en janvier, quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que je pense que le PSG est très content de Renato Marine. Moi, j'ai pas pu voir tous les matchs des espoirs, mais j'ai vu que des bouts jusque-là. Ça avait l'air d'être pas trop mal. Normalement, je le vois contre Chelsea le 3 décembre, parce que je serai au match. Donc c'est un peu compliqué. Oui, il y a des compiles des matchs de Renato Marine qui avaient tourné sur TikTok à une époque. Donc ça doit se retrouver un peu sur les autres réseaux. Mais il avait notamment été très bon contre Rennes sur son premier match. Donc ça se trouve. Mais c'est dur de savoir parce que le niveau en face est tellement loin du niveau avec le PSG. C'est tellement pas le même rôle, mais à voir. Est-ce que vous Après, pensez... peut-être que tu as vraiment Ouais, le nouvel Alisson, hein, c'est avec possible, hein. Renato Marine. Ah, faut pas oublier que Alisson, donc l'immense gardien de Liverpool qui nous avait fait un match qui avait piqué un peu quand il avait joué contre nous, il arrive en Serie A, il a 24 ans et il démarre son parcours professionnel à l'International de Porto Alegre à 21 ans aussi. Donc les gars, Et à la Roma, Roma, la première année, il est remplaçant, la deuxième, il alterne avec Chelsea. Donc, ouais, au voilà, départ, il n'est pas titulaire. c'est ça. Par contre, il a fait une saison enfin une vraie grosse saison. Et Liverpool a fait tenez, on va faire de toi le gardien le plus fier de la planète de l'histoire aussi. Donc ça a été vite vu, mais euh, peut-être que Renato Marine est ce très grand gardien que personne n'a vu venir et que finalement le PSG la voit à l'entraînement et fait mais attends mais c'est un monstre en fait. On va le garder en numéro 2 et puis peut-être qu'on va le lancer parce que c'est vrai que la collaboration Safonov-Zabarny a connu un nouvel événement problématique qui nous a échappé en Europe de l'Ouest durant la trêve internationale. Moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est pour ça, en fait, je vais faire un point Zabarny, en fait, même s'il n'a pas joué, parce il y a eu plusieurs événements. Après le match, là, il y a quelques jours, il a mis une publication sur ses réseaux sociaux où très engagé contre la Russie. Hein. Bon, on rappelle que son pays est en guerre, qui vient de Kiev, qui a été détruit, en marquant la Russie, les Russes sont des terroristes, enfin un truc comme ça liant Russie au terrorisme. Donc, vous doutez bien qu'avec un Russe dans le vestiaire, c'est peut-être un peu compliqué de publier ça. Mais il faut savoir que, en fait, au moment où il est rentré en Ukraine, au début de la trêve internationale, il lui a été reproché de serrer la main à Safonov sur une des vidéos du PG. En fait, on ne voit pas, on voit Zabarny, s'il y a une vidéo no comment, vous voyez ce genre de vidéo, on voit Zabarny rentrer dans l'avion et serrer la main à quelqu'un. Et en fait, les Ukrainiens ont reconnu que la main en question, on voit que la main, la bague, c'était celle de Safonov et il lui a été reproché d'avoir salué un Russe assez fortement au pays. Euh, donc il a été très très critiqué pour ça. Après, il s'est un peu loupé sur sa trêve internationale, donc ça n'a pas aidé. Et donc peut-être que la partie communication très agressive pro-Ukraine est aussi liée à sa situation personnelle en Ukraine où il a été critiqué et contesté, enfin critiqué hors terrain et contesté sur le terrain aussi. Parce que ça passe pas du tout que Zabarny, héros ukrainien, serre la main à un joueur russe, quand bien même il soit coéquipier en club. C'est pour ça que je me permets cette digression avec Zabarny et Safonov, pour vous dire c'est un peu gênant quand même de même pas pouvoir, ne serait-ce que les avoir sur la même image, au point de créer des polémiques dans le pays, surtout de Zabarny, côté Safonov, il s'en fout complètement. Voilà, donc c'est un peu ça à quel point la situation est pénible. Voilà pourquoi la situation des gardiens, je ne serais pas très surpris qu'elle évolue en janvier, et puis peut-être que Safonov a envie de partir aussi à force de ne pas jouer. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Chevalier pour compléter ou on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. On va parler rapidos des. Est-ce que vous voulez parler des défenseurs, que ce soit Nuno, Beraldo, qu'on a un peu évoqué, Warren, Blaise, Daryl, Mathieu, s'il y en a un, il y a un des défenseurs qui veut. Oui, Daryl. Ah, je vois Blaise qui ouvre son micro, donc peut-être qu'il en a Bah, je sais un. pas, il a refermé depuis, Vous avez donc. parlé avant. Non, bah, parce que je pensais que Daryl allait y aller, mais non, moi, Et bah, Warren, parlons de j'ai bien Warren. envie d'en parler, Bah, je puisque t'en prie. Beraldo, on en a un peu parlé déjà Ouais. dans les prestations collectives, mais ouais, Warren, dans une interprétation du poste qui est la sienne,
bien différente d'Achraf Hakimi ou de Joao Neves ou même Mayoulou, mais que je trouve, en tous les cas, pour cette saison et sur ce début de saison, bien plus abouti que ce qu'il avait pu donner la saison dernière. Je trouve que il y a toujours une vraie qualité physique pour faire des retours, et ça, c'est ultra important vu la liberté dont il jouit. Mais je le trouve déjà bien défensivement. Il a retrouvé des cannes et un physique qui lui permettent de bien défendre et même parfois de rattraper des situations où il est bien en retard. Et surtout, dans cette équipe qui a énormément le ballon, et pour un joueur qu'il a énormément touché, surtout en première période, je l'ai trouvé vraiment inspiré. Il y a bien évidemment un peu de raté dans la densité, parce que plus il est haut sur le terrain, je sais pas si il est totalement à l'aise, mais quand il a un peu d'espace devant lui, et ça pour le coup c'est une vraie progression, parce qu'avant il y avait surtout les courses avec le ballon, et là quand il a un peu de temps, il a de l'espace. Bon, on l'a vu donner des ballons, et dont un à Mbaye du pied gauche en une touche de balle. Franchement, c'est Joao Neves, et Ouais. tout le monde dit waouh, parce que bah, elle était aussi surprenante que bien amenée, et vraiment un joueur qui, bah, il le dit dans les interviews et il le montre sur le terrain. Il est totalement en confiance. Et ce qui est bien, c'est qu'il arrive à jouer, à faire des bons matchs, mais en étant le joueur qu'on a tous aimé. Et ça, je pense que c'est aussi ça la progression, où l'année dernière, peut-être il a voulu faire un peu ce que les autres faisaient sans avoir la confiance, parce que techniquement, il est aussi capable de faire des belles choses. Et là, en fait, en reprenant son jeu et la confiance qui est la sienne, bah, je trouve il pose des questions, même si bien évidemment c'est un autre profil, mais il peut poser des questions, et c'est important dans cette équipe-là qui a besoin aussi de retrouver sa dynamique collective, pas uniquement avec, enfin dans le jeu, mais dans sa capacité à tourner et à faire tourner les joueurs sans forcément avoir des pertes de qualité. Ouais, et puis tu en as parlé, mais pied gauche, c'est ce qu'il a envoyé. Pour Mbaye, c'est pied gauche de mémoire. Barcola, c'est pied droit. Mais pareil, à un moment, il est pressé ligne de but, et l'ouverture qui réussit pied gauche, je suis genre, ah ouais. Ah, je me souvenais plus qu'il savait faire ça, lui, hein. Vraiment, non, ouais, techniquement, il y a eu du déchet en première mi-temps, un petit peu. Mais je trouve qu'il y a quand même un niveau technique et un regain de confiance qui est agréable. Oui, il a raté des trucs un peu samedi, je suis d'accord. Mais il y a quand même deux, trois fois des moments où tu te dis, ouais, non, c'est du haut niveau, Warren, quand même, hein. Oui, Mathieu? Non, il est plus en confiance, ça se sent. Techniquement, après, c'est un joueur qui a toujours su faire des choses, hein, notamment sur les renversements de jeu. C'est des choses qu'il maîtrise bien. Et pied gauche, effectivement, je vous rejoins sur ce que vous avez dit. La passe pour Mbaye est superbe. Mais je trouve la confiance, tu le ressens aussi sur les prises de balles et les percées balles au pied. C'est évidemment une des qualités fortes qu'il a, mais il les fait de plus en plus à nouveau. Et je pense que ça montre un joueur qui sent quand même un peu mieux, un peu plus libéré, en tout cas, qui ne se sent pas bridé, en fait. C'est un peu ce qui lui était reproché grosso modo, depuis son retour de blessure, depuis février. C'est-à-dire de jouer un peu avec le frein à main, de jouer vraiment très, très neutre, très scolaire. Là, de le voir un peu plus se lâcher via les passes, mais aussi via la conduite, c'est évidemment de bon augure et de bons signaux. Ouais. Alors, dit, il paraît massif sur la photo. Moi, je trouve que, ouais, physiquement, tu vois, au niveau des épaules, du torse, il fait mal, hein. Ah, il est costaud. Non, mais il est costaud, Zaire Ah ouais, Massac, ouais. sur le terrain. Ouais, mais je trouve qu'il se sert mieux de son corps qu'à une époque, en fait. Tu vois que bah, physiquement, c'est quand même un très très bel athlète, mais il y a des moments quand t'es au 1 contre 1 avec lui à l'épaule, il faut vraiment vraiment tenir sur tes cannes pour pas finir par terre. Bah, d'ailleurs, sur le deuxième Mais but, même c'est ce qui. quand il a démarré, si tu le mets dans le contexte par Ouais. rapport à d'autres joueurs de 17 ans, il est très en avance. Et je pense que d'ailleurs, Campos a eu quelques déclarations aujourd'hui. Il était de je sais pas où. Il Et était au il a campus parlé PSG, Mathieu. C'était au au campus campus. PSG. Mais je Voilà. sais pas à quel, ce que je veux dire, c'est que je sais pas C'était à pour quelle les occasion 50 c'était. ans, c'était pour fêter les 50 ans du centre de formation du Paris Saint-Germain qui avait une Ah, séance. ok, très Voilà. bien. Parce que Mais il on met en devait avant avoir quelqu'un. la maturité de Verratti à tous les niveaux, quoi, Ah physique, bah oui. psychologique, etc. Donc, ça, c'est évident que c'est un joueur qui a percé très jeune pour ça.
Ouais, non, non. Et puis, aujourd'hui, il a quand même toujours que 19 ans, hein, faut pas l'oublier. Mayoulou a le même âge, tu vois que Mayoulou, dans les contacts, bon, bah, le pauvre, c'est plus compliqué, mais chacun ses qualités. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est assez impressionnant quand même. Le deuxième but, le Havrais se plaint du contact. Effectivement, un arbitre un peu tatillon peut siffler faute. Mais tu te rends compte aussi que le pauvre Havrais, il peut pas tenir physiquement face à un mec aussi tanké que Warren, quoi, tout simplement. Bon, on a fini sur Warren, on a fait un peu le Mais tour. d'ailleurs, physiquement, si vous vous souvenez, la prolongation face à Liverpool à Anfield, Hmm. il fait de très grosses différences à ce niveau-là aussi. Ah Zaïre, ouais. c'est face à Liverpool. Hein. Et puis on remercie Arne Slot d'avoir fait jouer 3 matchs en 6 jours à ses titulaires, notamment le très utile Liverpool-Southampton contre les derniers, alors qu'ils avaient 15 points d'avance. Merci à toi Arne. Si tu es viré, ne t'inquiète pas, le campus t'attend, il y a une petite chambre et vue sur les terrains d'entraînement, tu vas être bien là-bas. On passe au milieu de terrain, il y a quand même des choses à dire. Alors, est-ce que nous devons jeter un voile pudique sur le match de Vitinha qui a... Ah franchement, je Oh, crois que... voile pudique, si tu y vas fort quand même. Bon, Oh là là, c'est pas son meilleur match, mais bon. là, voile pudique, c'est des expressions Non, qu'on non, je suis utilise pour d'accord. parler de Ramos, quoi. Oh, t'inquiète pas, on va Ah, ressortir le voile, ouais. il y a une passe il y a une passe pour Oli Kangin en début de match pour la frappe. Je pense que c'est la première frappe puisque celle de Ramos doit pas compter. Une ouverture vers le côté droit. Il y a une ou deux passes aussi où quand il est pressé, il s'en sort très bien. Et il arrive à libérer le ballon. Moi, je porte pas forcément un avis super négatif. Après, c'est un Non, je match sais. très géré à l'économie, hein. Ouais. Ça c'est clair. Et par exemple, un truc que j'avais complètement zappé, c'est que j'ai découvert tout à l'heure en remplissant la base de données du site, c'est lui qui fait la passe à Nuno Mendes côté gauche qui le place en 1 contre 1 face à l'arrière droit sur le premier but. Voilà. Donc non mais c'est vrai que en fait comme je dis sur live, je suis d'accord, j'ai rarement vu perdre autant de ballons bêtes parce Oui, que techniquement il se perd un peu dans ses dribbles et tout, voilà quoi. Donc oui, oui. Et puis même, je pense que les fragilités défensives un petit peu sur le match, c'est aussi un petit peu parce qu'il n'a pas été aussi actif non. que d'habitude. Et puis Donc, les données physiques disent assez clairement qu'il se gère vraiment beaucoup en Ligue 1. C'est mercredi soir qu'on l'attend. Franchement, oui, il peut poser une crotte le samedi s'il envoie en Ligue des Champions. En ce moment, ça suffit pour gagner contre le Havre. C'est pas très grave. Mais c'est juste que c'est vrai que lui qui est toujours un modèle de régularité à un très haut niveau qu'on saluait il y a peu, bah là il sort. Je pense que c'est son plus mauvais match oui. de la saison, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Mais C'est vrai qu'en en termes de volume et d'activité, c'est un match assez bas pour lui puisqu'il finit à 74 ballons. oh oui, c'est pas beaucoup, ouais. Pour comparaison, Zaïre Emery, il joue la possession du PSG. En général, c'est lui qui touche le plus de ballons quand le PSG domine. Zaïre Emery et Mendes ont plus de 100 et Mbaye a le même nombre de ballons touchés, par exemple. Alors Donc, après, Vitinha sort à la assez, 70e. Mais c'est Ouais. vrai qu'en général, Vitinha, il est pratiquement à 1,7 ballons touchés par minute. Il Il y a était à même... moins de 50 à la mi-temps, je crois. Ouais, voilà. Donc ça veut dire un peu des choses, mais bon, c'est pas grave, quoi. Ça s'est vu sur le rendu collectif, en fait. Oui. On a été court sur ça, mais globalement, le fait qu'on ait peu dominé, en tout cas peu supposé des longues phases de possession dans le camp adverse, c'est aussi parce qu'on n'a pas vraiment vu le maestro Vitinha habituel, quoi. Non. Mais bon, c'est juste, c'était assez amusant de le voir comme ça, loin d'être le joueur aussi parfait techniquement qu'il est le reste du temps. Petit mot sur Jean Neige, comme on me dit sur live, l'immense. Comment ne pas aimer Joao Neves, ses amis? Comment faire? Il marque des buts, il fait des trucs pour faire marquer Ramos. C'est du génie Puis il marque pur. toutes sortes de buts, hein, en plus. Euh, je sais Il marque toujours des buts, pas. mais vraiment dans Il, n'importe quel style, hein. il a marqué pied gauche ou pied droit pour vous ce week-end? Sa reprise de volée là. C'est Ah, alors là, j'avoue, j'ai pas revu, donc là, gauche. je saurais. C'est gauche, hein, je crois. Ah oui, Droit. ouais, ouais, il met la pointe gauche. Ouais, ouais, je Mm. crois que c'est. Il Pointu arrive du à gauche, Ouais, ouais. oui, oui, Ouais. oui, c'est gauche parce que c'est assez surprenant même. Pourquoi, comment il arrive à avoir l'intelligence de placer son pied parce que c'est le meilleur choix. Et oui, ça continue à nous confirmer que ce joueur, il sait absolument tout faire et réfléchit très bien et très vite sur le terrain.
Et effectivement, pas son meilleur match, bien évidemment. Il n'est pas forcément très présent sur toutes les phases de jeu. Mais ce qu'il fait, il le fait bien et c'est vraiment faire beaucoup de choses sur un terrain. Comme tu l'as dit, actuellement, il est dans un registre assez offensif avec les buts, des très beaux buts. Mais ce qu'il fait, il fait pour mettre en confiance son partenaire de sélection et son ami d'enfance. Là, c'est quelqu'un sur qui il peut compter toute sa vie, hein. Parce que ce qu'il a, ce qu'il lui a donné en première période, c'est franchement, j'aimerais que mes amis soient aussi généreux, hein. La remise de la poitrine, elle est folle. Elle est Ah bah extraordinaire. Et alors, ce que l'autre en a fait, c'est extraordinaire aussi, mais ça, c'est un autre débat. Oui, Mathieu. Blaise qui lance des pics indirects en plein podcast, c'est quand même très moche. J'espère que tes amis n'écoutent pas, Blaise, hein, et tu leur diras, écoutez, moi, j'ai jamais reçu des Non, remises je comme parlais ça pas dans de la vous en fait, je parlais pas de toi, je parlais pas de toi. Non, mais c'est vrai que C'est quoi l'équivalent dans la vie d'une passe dans les 6 mètres? C'est quoi l'équivalent dans la vie? Ah, je sais pas, mais beau cadeau, là. On est sur une PS5 à la sortie, là, au moins, hein. Non, mais plus sérieusement, ouais, bon, la talonnade, il est un peu hors jeu. Je pense qu'il est vraiment hors jeu. Mais l'autre, là, la remise de. J'ai De la moi poitrine. Ouais, la remise de la poitrine. J'ai hurlé tellement il l'a raté. Et ma femme est montée, elle m'a dit, il y a ton fils qui demande pourquoi tu hurles. J'ai fait, bah, explique-lui, il y a Gonzalo Ramos dans notre équipe. C'est Gonzalo Ramos, voyons. Qui d'autre? Ah là là. Donc, voilà. Mais non, ouais, la talonnade, elle est zidanesque, comme dit sur live. Non, Joao nous fait des trucs. Mais je crois que je Non, mais préfère. sérieusement, il a un bon instinct dans les derniers mètres, hein. Ça peut être une Ah piste ouais. aussi pour le PSG, hein. Non, parce que là, forcément, ça donne l'impression que les buts qu'il a marqués ou les actions sur lesquelles il est impliqué, c'est circonstanciel parce qu'il va pas finir la saison avec 20 buts marqués. Ah, pourquoi Mais, pas. Au rythme où il ça peut va. quand même donner des idées de Attention, hein. le Attends rapprocher qu'il pourrait, hein. Oui, bah là, il est déjà à 6 avec le PSG. Mais donc forcément c'est jouable maintenant, mais tu peux dire que ça peut être intéressant de voir exactement sur modifier un peu les schémas pour voir si proche de la surface il peut tenir vraiment ce rythme et faire je sais pas un Bellingham d'il y a 2 ans quoi. Mm. Mais, ça peut être une source de buts et de points aussi pour le PSG assez facile parce que là forcément c'est un jeune joueur donc tu n'as pas forcément des très grandes références de sa part et tu sais pas exactement ce qu'il peut donner mais peut-être que jouer là où pas vraiment, enfin, peu d'entraîneurs l'ont fait jouer jusqu'à présent, il peut se révéler avec un instinct et une capacité à être à la fois créatif et décisif dans les derniers mètres qui serait très intéressante. Après, tu vois, moi, il y a un truc que je regardais là. Déjà, en sélection, il a mis un coup franc. Et puis, il m'a un sacré coup franc. Franchement, pouah, ce qu'il a envoyé, c'était beau. Donc, peut-être qu'au PSG, où on n'a pas vraiment de tireur de coup franc, il peut éventuellement les récupérer. On a toujours un doute sur qui doit tirer les penalties. Alors, je sais pas s'il les a déjà tirés au Benfica ou autre. Je sais que Vitinha les tirait au FC Porto en jeune. Donc, voilà. Mais effectivement, ça peut être une solution. L'an dernier, Joao, il est arrivé, il a quand même mis 7 buts, hein. Sachant il a découvert, il a découvert la Ligue 1, il a découvert le PSG. Bon, il a mis un seul but en Ligue des Champions en 17 matchs. Il en a mis 2 à la Coupe du Monde des clubs contre l'Inter Miami. Et après, en Ligue 1, il a commencé à marquer seulement à Marseille le 27 octobre, à la 9e journée. Donc, ensuite, il a marqué un petit peu de façon régulière. Ouais, je me demande combien de buts il peut marquer. Je pense que qu'il en est à 6, allez, peut-être pas 15. Mais ouais, les 10 buts, pour moi, les 10-12, il les a largement dans les jambes, hein. En jouant à ce poste-là, j'entends, sans même jouer plus haut, comme tu dis, Mathieu, hein. Et rappelle-toi combien de temps Lee Kang-in est resté bloqué à 6 buts Alors, je le sais, de novembre à la fin, à juillet à peu près, voilà. Bon, il y aura pas le même temps de jeu, hein, je pense quand même. Ah oui, 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 ça c'est sûr, oui. Mais peut-être qu'il y aura le même hip devant les buts qui a paralysé notre ami coréen pendant 9 mois ou 8 mois, je sais plus combien de temps il a pas marqué. Et dans le jeu, Lee Kang-in n'a pas marqué quand même entre je crois, 6 novembre et le 13 août, c'est PSG Tottenham en Super Coupe d'Europe. Donc il n'a pas marqué pendant 8 mois, le pauvre. Ce qui ne l'a pas empêché d'être élu meilleur ballon d'or asiatique quelques mois après. C'est pour vous donner une idée peut-être du désert actuel du football asiatique. Oui, numéro mais 1 en Asie, comme a dit numéro 1 en Amandroy. Asie. Numéro 1 en Asie, effectivement.
On me demande des nouvelles d'Ougarté. Bah là, il est bien. Il a perdu 1-0 à domicile contre Everton qui a joué 75 minutes à 10 contre 11. Tout va bien. Si j'ai bien vu, il était sur le banc de touche. Et voilà. Non, et oui, croyez pas à la rumeur Liverpool qui veut jouer au Neves pour 160 millions. Il pourrait même proposer 250 millions qui bougeraient pas. Donc, c'est pas la peine. Est-ce que Joao Neves vaut moins que 2 Ekitike? Je sais pas. Et est-ce que Joao Neves vaut moins que Ekitike plus Isaac plus Wirtz? Je suis pas sûr non plus actuellement. Mais bon. C'est comme ça. Est-ce que vous voulez dire un mot sur Mayulu? Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Il a un petit peu passé à côté de son match, le pauvre. Devant, vu qu'on en est déjà quand même à 1 heure de podcast, on va évoquer comment dirais-je, le numéro 1 en Asie, Mathieu. Il faut quand même qu'on parle du match de Lee, qui nous a Il a un fait bon un bon match. match encore, je trouve. Ah ouais, Ouais. non, belle forme. Et surtout, je trouve que les débuts de mi-temps ont été marqués par ses transversales, puisque je pense qu'il y en a bien 3 d'affilée sur les 5 premières minutes et 1 ou 2 aussi en début de match, en début de deuxième période, pardon. Mm. Donc, qui donnent beaucoup d'air et qui, là encore, sont des points sur lesquels tu peux t'appuyer face à des équipes qui vont venir te presser, parce que un joueur comme ça qui est donc gaucher et qui a du coup tout le terrain ouvert, qui reçoit excentré sur la ligne, permet ensuite de redéployer le jeu complètement à l'opposé et ensuite de partir pour pouvoir attaquer sur des espaces rapides. Donc ça, c'est très intéressant pour le style de jeu du PSG et pour les joueurs qu'on a dans les couloirs, notamment à gauche. Donc ça, c'est une arme intéressante aussi. Mais globalement, c'était un bon match. Il marque le but du 1-0. Il est impliqué sur d'autres situations, notamment aussi au début de match avec des frappes à l'entrée de la surface. C'est lui Donc, qui trouve Neves aussi, non, hein. vraiment, Sur la c'est lui, fameuse, oui. c'est lui la remise de Neves pour Ramos. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, et je pense que peut-être la seule action ratée de son match, il perd un ballon à la 50, 55e, et juste après il sort. Donc voilà, il y en a pas eu assez pour qu'il soit fatigué et qu'il commence à piocher. Donc globalement, ça a été positif dans l'ensemble encore. Ouais. Non, mais comme tu l'as dit, ouais, les transversales. Le début de match, il fait une exhibition technique, honnêtement. C'est quand on se rappelle le joueur que c'était il y a 3 mois, mais ouais, techniquement, contrôle, renversement de jeu, vraiment, ouais. Surtout en fait, les équipes comme ça qui mettent 4 milieux, qui vont avoir du mal à se déplacer dans la largeur. Pour elles, c'est super dur en fait, parce que tu viens d'emmener ton bloc d'un côté, t'as lui qui te renverse le jeu de l'autre. Et ouais, il fait mal, hein. Techniquement, c'est bien. Il est très bien. Il a même placé un dribble et c'est quelque chose qu'on sait que c'est pas un spécialiste du dribble ou c'est pas un joueur qui a une explosivité folle. Voilà. Est-ce qu'il a moyen de travailler son explosivité ou c'est mort? Ah, bah alors ça, je n'ai pas les compétences physiques que d'Omar ou autre. Je sais pas, Daryl, à ton côté, ce que t'en penses. Bah, pour moi, c'est mort, mais ça fait pas partie. Enfin, je pense que ça fait vraiment pas partie des caractéristiques du joueur. Enfin, j'ai du mal à voir Lee évoluer vraiment Hmm. de façon sensible sur ce point, quoi. Alors, si vous regardez les premières vidéos à son arrivée au PSG en 2023, à l'été, c'était un joueur qui, en fait, je pense, driblait beaucoup plus. Et si vous regardez les vidéos de lui à Majorque, c'est un joueur qui était beaucoup plus explosif, beaucoup plus fluide. Je me demande s'il n'y a pas une question de confiance malgré tout. Peut-être que c'est un joueur qui... Moi, je pense que c'est dû au championnat dans lequel il jouait, je pense, moi. Mais c'est- à mon avis, en Ligue 1, c'est un peu plus. Enfin, le gap physique entre lui et les joueurs auxquels il fait face est plus grand et c'est beaucoup plus compliqué pour lui de faire la différence sur des dribbles. Mathieu, toi qui avais saigné les vidéos du Petit Prince de Majorque, est-ce que tu me rejoins qu'il était plus vif à l'époque? Enfin, j'avais vu la compile face au Real Madrid où effectivement c'était une exhibition et c'était Lionel Messi, mais non, je ne saurais pas trop rentrer dans tous Je, les détails. je me rappelle de ton rapport sur la compile, tu m'as dit, mais qui est ce type? D'où sort-il? On a signé le Messi coréen. Bon, 30 minutes de jeu en match amical contre le Havre au Campus PSG, première blessure musculaire, on s'était vite calmé, mais bon. Non mais bon, l'explosivité, je sais pas, mais en tout cas la confiance a l'air d'être vraiment là et bah aujourd'hui c'est un bon titulaire quand il joue en Ligue 1. En Ligue 1, on peut pas dire autre chose que c'est un bon titulaire et même sur le mois écoulé, je pense que c'est le joueur parisien
qui est peut-être le plus dangereux, quoi. Avec Neves, évidemment, qui est bon, lui, il est dans une autre sphère. Mais ouais, je suis pas loin de mettre Lee Kangin sur le moment écoulé comme le deuxième meilleur parisien, quoi, en tout cas. Bah, c'est simple, hein, il y a pas si longtemps, c'était un joueur qu'on avait totalement écarté de d'un poste à droite en attaque. Globalement, on se disait que c'était au milieu, dans un rôle de relais. Rien. Droite, il apportait vraiment très très peu. Mm. Et là, la donne a complètement changé à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment très positif la séquence dans laquelle il est. Ouais. Et puis là, on va discuter de l'équipe qu'il faut aligner face à Tottenham, mais je sais pas, mais Ouais. peut-être qu'on va dire qu'il doit être dans le 11 mercredi. Et ça fait combien de temps qu'il n'a pas été dans un 11 en Ligue des Champions? Non, mais oui, oui. Et ça remonte Il y a un an. à des temps immémoriaux. Hein. Arsenal, c'est ça? Ouais, c'est Peut-être? ça. C'était Arsenal, Ouais. 1er octobre 2024, quoi. En poule? Ouais. Et une question sur live, on nous dit, mais à quel poste du coup? Mais on n'en est pas là, nous, on est football liquide. Non, mais puis sérieusement, c'est vrai que en ce moment, on a besoin de lui côté droit, il répond présent. Est-ce que à terme, on le reverra au milieu? C'est possible, hein. Globalement, il peut jouer 6 positions. Il joue les 3 postes de devant, les 3 postes du milieu. C'est aussi ce qui lui a permis d'avoir toujours du temps de jeu. Est-ce que c'est un moment où on va le fixer? Je suis pas certain. Je pense au contraire que c'est un joueur un peu comme Warren qui est en confiance. Faut surfer sur cette confiance. Il a besoin de jouer. On a besoin d'un joueur à droite et pas il va jouer à droite. On a besoin d'un joueur en 8 et pas il va jouer en 8. Vitinha est fatigué. Match pas trop gros. Même à Lille, on l'a fait jouer en 6, il a été bon. Hein. Non, faut comme ça. C'est des joueurs. C'est exactement ce qu'attend Luis Enrique. Des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, qui peuvent faire plein de choses sur le terrain, qui sont propres techniquement, qui rechignent pas à l'effort. Et ben voilà. Après, la question du poste, quelque part pour lui. Je pense que vu à quel point le football du PSG est réglé collectivement, elle est moins importante au PSG qu'en sélection, par exemple. Donc voilà. Quoi. Si on met Lee à droite, vous faites comment avec Barcola et Vara? Bah écoutez, ça sera le débat qui suivra. Pour finir sur le PSG Le Havre, est-ce que vous voulez qu'on évoque Ramos, Mbaye, les entrants et Lee s'est tiré les corners. Effectivement, ça c'est une très bonne chose, comme on me le dit sur live. Petit mot sur Mbaye et on finit sur Ramos ou on fait le contraire? Qu'au fait-on? Par qui attaque-t-on? Oui, Blaise, je t'attendais. Non, non, on va démarrer sur Mbaye. On finit toujours Allez. par le meilleur. Ah bah, allez. On va vraiment parler de Ramos? Ah oui, oui. On peut tout de suite passer aux entrants, non? Non, on va en parler. Mbaye. Ah, mais on Ce qui est bien, c'est qu'on finit souvent par Ramos, en fait. C'est ça le truc quand il Ah joue. bah, On finit écoute. toujours avec un bang. Le truc, tu vois, c'est que là, on va pas en dire beaucoup de bien. Mais c'est possible que dans 2 jours, on dise que Ramos est le meilleur remplaçant d'Europe. Hein. Le Ramos est imprévisible. Aussi bien dans sa conduite de balle que dans sa capacité face au but. Donc voilà. Bon allez, parlons de Mbaye, Blaise. Mbaye, c'est dans la foulée un petit peu de la semaine qu'il a vécue. Mais pour le coup, évidemment, je te rejoins parce que pour avoir vu quelques images du Kenya, évidemment que c'était un match qu'Ibrahim Mbaye dominerait. Mais en tous les cas, sur ce qu'il a pu faire, il y a eu cette titularisation à gauche. Déjà, c'est bien pour être souligné. Il a eu, moi, je trouve, un impact intéressant puisque contrairement peut-être à ce qu'on lui demandait, notamment sur le côté droit, avoir uniquement ce rôle collé à la ligne et en profondeur, je l'ai trouvé bien intégré auprès de ses partenaires. Il a souvent été cherché et trouvé dos au jeu parce il a une vraie puissance. Il n'a pas que des qualités d'explosivité ou en tout cas pour faire la différence à la course. Il est capable avec son corps de se mettre en opposition, conserver les ballons. Et dans ce registre-là, il est plutôt bon techniquement pour remiser. Il a permis aussi de faire avancer le bloc, de provoquer même sans forcément aller au bout des actions. Et puis je l'ai trouvé assez généreux, toujours beaucoup de volonté au moment de défendre. Pardon. Malheureusement, c'est là où ça pêche un petit peu, même beaucoup, c'est que malheureusement, il arrive pas à concrétiser avec des stats. Il y a il y a des bonnes situations pour lui. Ça, c'était assez nouveau par rapport à qu'il avait pu produire. Mais aussi pour ses partenaires. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans la passe, il est vraiment pas mal habile. Il réfléchit bien, je trouve. Il utilise vraiment son cerveau au moment de jouer proche de la surface.
Mais après, quand il doit faire le choix de la bonne zone de frappe ou se calmer pour conclure, il est vraiment encore ce qu'on voit généralement quand il glisse un peu sur le ballon, je pense un peu stressé, mais vraiment plutôt positif. Après, s'il faut quand même dire ce que j'ai pas forcément aimé, c'est qu'à un moment, ils se sont lancés avec Ramos notamment pour faire la transition dans un concours où ils voulaient marquer, hein, les deux voulaient stater et Mbaye, à ce moment-là, il a un peu perdu le fil, mais plutôt positif et je vois que aujourd'hui, la confiance, enfin en tout cas la confiance du staff lui permet de faire des prestations meilleures et après à lui de continuer à se débloquer, mais ça reste toujours, tu l'as dit tout à l'heure pour Warren, lui il est encore plus jeune, c'est un 2008. Oui, oui, il va avoir 18 ans en janvier. Là. Ouais, non, sur son match, on dit sur live, quand il sera moins dans l'émotion, il y a moyen que ça devienne très fort. Il, il a un vrai travail effectué devant les buts, mais ça, c'est pas récent. Parce que même en jeune, c'est pas non plus un ailier qui marquait énormément. C'est un ailier qui faisait des différences par la passe beaucoup, le sens du jeu, le dribble, bon, la vitesse aussi, parce qu'il va quand même vite. Mais bon, si t'es ailier en 2025 et que tu cours pas à 1000 à l'heure, tu peux changer de poste. Hein. Donc, mais le but, c'est pas non plus un truc naturel. En revanche, c'est mieux sur la prise de balle, le fait qu'il soit retourné vers l'intérieur, tout ça. À gauche, c'est mieux qu'à droite globalement. Mais il lui manque un petit but pour vraiment franchir un palier, plus de confiance, tout ça, parce que t'as l'impression qu'il est pas si loin que ça dans le fond des fois. Mais il y a des moments où tu te dis l'action d'après, mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Donc, on va voir, mais bon. Oui, Daryl. Un peu, je trouve qu'il est un petit peu dans une phase douée avant son déblocage. Là. Enfin, en tout cas, ce match-là, ça ressemblait à ce que pouvait faire Doué sur ses entrées en jeu Hmm. avant novembre, où il forçait beaucoup. Et après, hop, le but est arrivé contre Salzbourg. Ouais. Et là, le joueur a été complètement transformé. Et Bon, là, on a vu je des ne pense pas choses. que voilà, non mais voilà. Après, voilà, c'était par rapport à la phase dans laquelle le joueur se situe. Évidemment, je ne pense pas qu'on assistera à un déblocage à la Doué. En tout cas, si ça arrive, Non, fait, mais mais c'est, bon, je pense pas voilà, on qu'effectivement n'est pas il dans la même gamme atteindra de le. joueurs, je pense. Ouais, il atteindra pas les sphères. Bah, Désiré Doué, enfin, ce qu'il est devenu en 8 mois, c'est vraiment une comète, quoi. Donc, mais Oui, en revanche, il peut devenir un joueur qui reste pas coincé à 0 but, 0 passe en Ligue 1. Après, le 0 passe, pour le coup, c'est pas de sa faute. Hein, parce qu'encore ce week-end, si Ramos s'applique un peu, si Guevara a pas Dio qui fait un super arrêt, on lui donne une passe D. Donc, bon. Après, il doit faire plus, oui, c'est sûr. Tu peux pas te contenter que si tu vas avoir un rôle au PSG à moyen terme, tu peux pas te contenter de ça, quoi. Faut qu'il donne plus. C'est bon. Là, je pense qu'on le verra à la CAN, hein, vu le match qu'il a fait contre le Kenya. Mais au PSG, bon, faudra voir dans quel état ce qu'il peut faire, tout ça. Voilà. On me dit Mbaye, son temps de jeu, ça va devenir conséquent. Faudra pas qu'on parle d'âge indéfiniment. Alors déjà, c'est vrai qu'il a un vrai temps de jeu. Je pense que Mbaye, cette saison, il doit être titulaire au moins 7 ou 8 fois en Ligue 1. Il a joué 11 matchs de Ligue 1, 540 minutes. Attendez, on va les compter, les titularisations. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça c'était la 7ème. Donc voilà. Mais bon, il n'a pas encore mis un but ou une passe D cette saison, donc il faut que ça se débloque. Mais pour le coup, c'est encore Luis Enrique, on a très très bien parlé après le match, quand il dit bah, il est dans une phase où il manque un peu de confiance. On voit on le voit nous qu'à l'entraînement que c'est bien, mais il faut de la continuité, puis le jour où ça va se débloquer, bah, ça sera beaucoup plus simple pour lui en tout, quoi. Mais pour l'instant, je crois que c'est Waro qui le dit pendant le match, il faut qu'il trouve encore son geste signature, de quoi faire, et puis bah ça viendra, et puis si ça vient pas, bah écoutez, on lui aura donné sa chance, il aura pas pris sa chance, et puis bah on se séparera, et, on restera peut-être même bons amis, et le PSG ira chercher un autre joueur, et lui il ira chercher un autre club. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas encore là, il va avoir 18 ans en janvier, comme je disais. Il a plus de minutes en Ligue 1 que Guevara, ouais, et puis il est pas loin de ses stats, hein, globalement, donc ça va, hein, il est pas trop en retard. Hein. Mais il faut qu'on parle de notre ami Gonzalo était de retour avec les mauvais habits du footballeur, qui nous a fait un match où il n'y a pas grand-chose qui allait dans son sens. Il n'y a pas grand-chose qui allait dans le bon sens globalement. Je ne sais plus quoi penser de ce joueur. Je m'attendais à Il revient de sélection, il a marqué, il a retrouvé de la confiance, et puis bah rebelote quoi. Le Gonzalo qui rate tout.
Le contrôle au bout de 3 minutes en pleine surface, là, j'étais. Il passe de Mbaye d'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est un mec qui le trouve. Tu vois, enfin, là, je dis pas qu'il a juste à pousser la balle au fond. Hein. Attention, c'est pas du tout Non, ça. mais il est pas dans un espace trop serré et Voilà. le ballon part à 3 mètres. C'est trop. Ouais. Non, mais c'est terrible, c'est ça, quoi. C'est que tu lui donnes de la place pour qu'il puisse s'exprimer parce que, en théorie, son élément de jeu principal, c'est la surface. Et tu le vois dans la surface, tu te dis peut-être que son élément principal, en fait, c'est pas la surface. Faut le mettre ailleurs. Mais non, je sais pas, Mathieu, si tu arrives à comprendre encore le Gonzalo Ramos ou pas, mais Non, mais j'ai l'impression qu'il est un peu dans le cercle vicieux qui touche régulièrement les remplaçants et dont il est quand même difficile de s'extirper. C'est-à-dire que il a pas beaucoup de temps de jeu, donc il n'est pas forcément en confiance ou en rythme. Donc les minutes qu'il a, il va pas forcément les exploiter, donc il va pas mériter plus de temps de jeu et ainsi de suite. ouais. Et j'ai l'impression qu'il est un peu dans cette boucle-là. Euh, Après, c'est paradoxal parce que il est quand même à 5 buts depuis le début de saison. C'est le deuxième buteur derrière Joao Neves. Mm. Mais l'impression visuelle est quand même très pénible. Hein. Je pense que c'est peut-être la pire depuis qu'il est au PSG. Parce qu'il a quand même eu des inspirations et des moments nettement meilleurs. Euh, Après, voilà, là où c'est compliqué pour lui aussi, c'est que si tu te projettes un tout petit peu jusqu'à la trêve, on va jouer quoi, 6-7 matchs. Combien il va en débuter? Il va peut-être débuter le match de Coupe de France, il va peut-être débuter le PFC encore, si Dembélé revient, je sais pas. Et c'est tout, en fait. C'était peut-être sa dernière chance avant la trêve, en fait. Mm. Et le match de Coupe de France. Donc, Je pense que peut-être à Monaco c'est- aussi. Je pense qu'il jouera à à Monaco. Monaco? Ouais, franchement. Hein. Après, t'imagines Ah oui, 3 jours après Non, Tottenham, mais oui, il y a moyen. le duel qu'on peut avoir entre Gonzalo Ramos titulaire et Thilo Kehrer titulaire, vous imaginez pas. Moi, Il y je a- sais il y pas a s'il joue Monaco. Vara et Barcola n'ont pas joué ce week-end. À mon avis, ils enchaînent les deux. Et la troisième place entre Lille et Mayolo. Il y a deux matchs. Ouais, je sais pas. À voir. Mais bon, c'est compliqué, ouais, dans tous les cas. Mais c'est vrai, comme dit cela, ouais, en remplaçant, il est trop fort. Mais c'est vrai que dans la boucle que tu décris, Mathieu, il y a le moment, je suis super sub, je fais une entrée où je mets un but trop important. Donc on me remet titulaire, et puis ça repart mal. Donc je redeviens remplaçant. Puis je refais une entrée où je mets un but parce que il a mis 5 buts. Il y en a 4 en tant que remplaçant, un seul en tant que titulaire. Le titulaire, c'est le penalty contre Strasbourg. Donc quand il est titulaire, il a pas mis un but dans le jeu de la saison. Rien que ça, tu vois, ça Et puis montre un peu le. je suis pas sûr que Luis Enrique soit dans l'idée de le mettre titulaire quand il marque un but en tant que remplaçant. Je pense que son statut maintenant, il est assez figé. Quand il marque le but de la victoire face à Nice, il débute pas le match suivant face à Lyon, par exemple, ou face Non. au Bayern. Donc, voilà. Non, mais c'est terrible. Enfin, ouais. Mais je sais pas à quel point le PSG peut continuer dans ce cercle un peu infernal du mauvais titulaire, mais du remplaçant d'élite, en fait. C'est ça, tu vois, on me dit sur la live, je suis très satisfait de lui en remplaçant, ça me suffit. Ouais, mais même pour lui, en fait, vous imaginez la Le PSG n'a pas frustration? forcément intérêt à le pousser dehors. Après, il faudra voir exactement ce que lui veut faire. Je pense que l'intérêt pour le PSG, c'est de prendre un gros numéro 9 quand il y en aura un sur le marché. Mais Hmm. pas cet hiver, a priori. Non, non, mais ouais, écoute, après, faut voir lui si ça lui convient. Hein. Globalement, en jouant peu au PSG, il sait qu'il sera de l'aventure à la Coupe du Monde. Donc voilà. Et il vaut combien aujourd'hui, Ramos? C'est une bonne question. Franchement, s'il y a bien un joueur dont je suis incapable de dire un montant, est-ce que c'est 40? Est-ce que c'est 50? Il a une vraie valeur en tant que joueur qui met des buts en fait. On peut pas lui relever le fait que il a marqué contre Tottenham en Super Coupe, il a marqué contre Nice encore récemment, il a marqué à Barcelone. Enfin, il a un CV de buteur. Il y a des gros noms dessus hein, quand même. Hein. Donc, mais en même temps, tu te vois faire des matchs contre des no-name de Ligue 1 que tu oublies 2 heures après. Tu te dis mais ce mec-là, comment il peut faire un truc pareil quoi. Donc c'est pas 80. Attention, il a pas coûté 80 Gonzalo Ramos. Hein. Il a coûté 65 et il n'y a aucun bonus qui a été levé d'après la presse portugaise au moment de la victoire Ligue des Champions. Parce que justement, quand le PSG a gagné des Champions, Benfica a touché des bonus de Joao Neves. Et je crois que c'était nos amis de Abola, donc le journal le plus spécialisé sur Benfica, qui disait en revanche, pour Gonzalo Ramos, il n'y a aucun bonus qui a été déclenché par les résultats du PSG ou par les siens. Quoi. Voilà.
Donc pour l'instant, c'est 65 millions. Donc pour rentrer dans ses frais en termes de valeur comptable, je laisse Mathieu faire les calculs, mais normalement, il faudrait 65, ça fait 13 fois 5, vous enlevez 26 parce qu'on en est à 2 saisons maintenant de 26. Donc ouais, il faudrait toucher autour de 40 à peu près quoi. Autour de 40, le PSG perd pas. Puis même, on a fait une demi-saison, donc allez, on enlève autour de 35 millions, le PSG perdrait pas d'argent sur lui en gros quoi, puisqu'on est à peu près à la moitié de son contrat. Mais est-ce que lui veut partir? Quelle est sa valeur? Bon, c'est un peu un débat sans fin, quoi. Et j'ai l'impression que autant Lee et Warren ont réussi à se relancer, autant lui, on est toujours un peu dans la même phase, la même boucle que l'an dernier, quoi. Et c'est vrai qu'il a des raisons d'être bien ici. Bah, son meilleur ami, c'est Joao Neves qui lui donne des passes sur un plateau. Oui, oui, il est pas trop mal, mais bon. Est-ce qu'il rêve d'être ce super sub du PSG? Je sais pas. En attendant, je sais qu'il sera pas titulaire contre Tottenham, que ça me fait une transition facile, et on va attaquer donc ce match contre les Spurs. Monnaie d'échange pour avoir Alvarez. Attendez. Julian Alvarez, pour l'instant, il est pas prêt de partir de l'Atlético parce que l'Atlético lui a dit non. Donc, puis on sait même pas s'il veut partir. Donc, on va plutôt se concentrer sur PSG Tottenham. Avant d'attaquer cette formidable rencontre de la 5e journée des champions, je voudrais remercier les subbers. Merci à Ongarat, merci à Elwood64, à Monsieur Rhin, à Okozilla, à Roger AA. Et voilà, c'est tous les autres, Dawikt et tout ça. C'était le début de l'émission. Messieurs, on va commencer par les compos possibles. Côté Tottenham, tiens, est-ce qu'on fait les mecs galants et on va parler de l'adversaire en premier pour commencer. Qui veut évoquer donc justement cette équipe de Tottenham? Nous les avons, je pense, bon, à part Mathieu qui s'attend à voir Lindsay Rose côté gauche en défense. Nous les avons donc regardés ce week-end contre Arsenal. Alors je vous le dis, ils ont été nuls. Enfin, ils ont Et pas Younes été très Kaboul, il a donné quoi ce week-end, Younes Kaboul? pas terrible, pas terrible. À un moment, il a engueulé Moussa Dembélé sur une relance, mais c'est tout quoi. Globalement, voilà. Et Maurizio était pas content sur le banc de touche. Hein, Et vraiment. les Kings. Bah écoute, au plus bas de sa cote de popularité que Tottenham, Xavi Simons est parti se recueillir devant la fresque à la gloire de Ledley King. Action pas du tout réseaux sociaux de 2025, bien évidemment. Pas du tout le genre de Xavi Simons de faire ce genre de truc en plus. Hein. Vous doutez bien que l'amour du club, les sentiments, c'est son truc à lui. Mais bref. Donc, dans les buts, tu connais Vicario, Mathieu, quand même. Je pense qu'on aura le grand Guillermo Vicario, qui pour le coup est un très bon gardien. C'est le numéro 2 italien, non, Vicario, si je me trompe pas. Ouais. Oui. Voilà. D'accord. Je pense qu'on peut lui donner le titre de meilleur joueur de l'équipe un match sur deux, globalement. Et on me dit sur live, il est bien leur goal. Oui, non, et c'est vraiment un bon gardien. Alors après, il y a la question, est-ce qu'ils vont jouer à Il est 4 très bon sur derrière? sa ligne, en tout cas. Ouais, il est très très bon sur ça. Oh non, ce qu'il fait pour éviter le 5-1, là, l'arrêt sur Eze hier, incroyable. Mais bon, Oui. on en reparlera. Est-ce qu'ils vont jouer à 3 ou à 4 derrière? Je vous rappelle que en Super Coupe d'Europe, puisqu'on les a joués au mois d'août, le 13 août dernier, ils avaient joué à 3 derrière avec Danso, Van de Ven et Romero. Et d'ailleurs, c'est le trio qui a joué hier contre Arsenal. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont perdu 4-1 contre Arsenal. Il me semble qu'ils ont 2 tirs cadrés, dont le premier tir tout court. Premier tir tout court, 55e minute, Richarlison qui envoie un lob de 40 mètres pied gauche en plus, donc un truc improbable. Mais ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils en ont pris 2 autres en deuxième mi-temps, dont un au bout de 40 secondes. Il y avait largement 3 buts d'écart entre les deux équipes. Voilà. Daryl, qui est probablement celui qui les connaît le mieux. À 3 ou à 4 Tottenham demain alors, derrière? Moi, je dirais 3. C'est globalement ce que fait Thomas Frank dans la plupart des gros matchs. Et c'est déjà ce qu'il faisait en fait quand il était entraîneur de Brentford. C'est-à-dire que c'était un coach qui s'adaptait beaucoup à l'adversaire. Et lors des matchs face XX, on va dire, c'était souvent un schéma à 3 derrière. Donc là, pour le coup, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il joue à 3 derrière. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu la rencontre d'hier où, une fois mené, il est passé à 4 et il a fait rentrer Xavi Simons à la mi-temps. Ça a été un peu mieux. Mais ouais, qui vont se dire que c'est peut-être mieux de jouer à 4, mais à mon avis, ce sera à 3 derrière. On barricade et voilà.
Juste pour information, aujourd'hui, il y a des échos comme quoi autour de Tottenham, parce que Tottenham est quand même en difficulté. Ils ont produit un match horrible offensivement contre Arsenal. Ils avaient déjà produit un match horrible offensivement à domicile contre Chelsea avant la trêve. Il est reproché à Thomas Frank de plus s'occuper de s'adapter aux adversaires que de travailler sur les forces de son équipe. Voilà, pour vous donner un peu une idée de à quel point Thomas Frank étudie les adversaires et s'y adapte. Bon. Donc pour toi, défense à 3, Blaise, je pense que tu le rejoindras peut-être aussi. Oui, non, ou tu connais pas assez Tottenham. Si, ouais, non, j'allais dire moi aussi également défense à 3. Donc je Je, rejoins totalement David. je vous rejoins aussi, je pense qu'on verra le bon vieux 5-2-3 ou 5-3-2, même des familles. Ils avaient fait un match immonde à Monaco. Ah ouais, non, mais en Ligue des Champions, ils ont fait plein de matchs dégueulasses, hein. À Ah oui, Monaco, à oui, oui. Monaco, ils ont été horribles. À Bodo Glimt, ils font 2-2 là-bas, je crois. Ils sont scandaleux. Ils sont scandaleusement nuls là-bas. Mais là, ils ont joué à Arsenal dimanche, fin d'après-midi. Ils rejouent le week-end prochain en Premier League. Je me demande, sachant qu'ils ont pris, je crois qu'ils ont fait 9 sur 9 à domicile jusque-là, en Ligue des Champions, donc ils ont un peu de marge. Je serais pas surpris qu'ils, ou ils doivent être à 8 points et nous on a 9, c'est ça, je crois. Qu'ils lâchent un peu ce match pour se concentrer sur la Première Ligue, ou en tout cas qu'ils priorisent peut-être le match du week-end prochain. Sur les côtés, je pense qu'on aura le retour de Pedro Porro à droite, qui a pas joué parce qu'il avait beaucoup joué avec l'Espagne pendant la trêve. À gauche, Daryl, Ouais. Udogi, Spence. Je pense que ce sera Spence. Enfin, Spence est globalement leur meilleur piston. Mhm. Il peut jouer à droite comme à gauche, et donc si Poro joue, que je vois aussi, je pense que ce sera Spence à gauche. D'accord, le live te rejoint, nos amis. Je vois mes spécialistes de première ligue du live, je les connais, qui disent Spence. Alors, entre jeux, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Palinha, Ouais, mais Bentancur, Pape c'est pas Ligna Matarsa. Bentancourt. Ok, Il y comme a ce week-end pas. donc. Ouais, ouais. D'accord. Parce que Enfin, je en tout sais. cas, c'est généralement eux, hein. Hmm. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est vrai que. Pas Ligna, c'est certain. Ouais, Palinha, j'allais dire, c'est Ouais, sûr, ouais. ouais. Euh, Voilà, voilà. Pape Matarsa est pas sorti trop blessé avec le Sénégal, puisque certains avaient craint, mais il était sur le banc de touche dès là. Arrive le côté offensif. Donc, Brennan Johnson, le bon ailier gallois, est suspendu. Xavi Simons était sur le banc ce week-end. Randall Colomwani avec son masque à faire peur à la mâchoire était sur le banc également, il est rentré en jeu. Ah, le niveau de créativité du milieu de terrain Tottenham, ils sont pas là pour être créatifs, hein. C'est pas pour rien qu'ils. Ah, c'est dramatique. Ah, c'est dégueulasse. On va. Je- Ah non, mais avoir joué, ils sont horribles. Et devant, on me dit Kudus, Richarlison, Simons. Peut-être Kudus, Colomwani, Simons quand même. Je serais pas surpris qu'on ait les deux anciens parisiens titulaires au coup d'envoi, quoi. Non? Ouais, ouais, bah, Simons, je sais pas, hein. Pour le coup, Kudus, c'est sûr. Colomboani, je pense aussi. Bon, s'il est apte vraiment à démarrer. Enfin, bon, il a joué hier, donc a priori, il est en mesure de jouer, donc de démarrer. C'est pas une blessure musculaire qu'il a. Non. Et après, il a déjà mis Richarlison à gauche. Je crois qu'il avait fait ça contre Manchester United avant la trêve. Hmm. Donc, c'est envisageable. Et Ou Audobert. sinon, oui. Ouais, sinon c'est Audobert. Ouais. Audobert, ancien parisien, Donc, il y a pas. formé au PSG, Oui, oui. Wilson Audobert, ouais. Pour ceux qui ne le savent pas. Mm. Globalement, c'est peut-être même le meilleur joueur de la génération 2004. Puisqu'il est parti, il n'a pas voulu signer pro chez nous, il est parti à 3, après il est parti à Burnley, si je me trompe pas. Et ensuite, il a fini à Tottenham contre quoi, 35 ou 40 millions d'euros, quoi. Donc, on nous dit. Non, non, mais. On me parle de Xavi Simons, c'est de ses cartounos, mais forcément, quel pro de la communication. On est rarement déçu, mais c'est comme ça. Blaise, sur le. Oui. Ouais, moi offensivement, je pense que, enfin, je vois pas Richarlison ne pas démarrer parce que il a des caractéristiques qui peuvent gêner et qui rentrent totalement dans, je pense, le plan de jeu de Tottenham mercredi, à savoir une équipe assez accrocheuse, on l'a vu, une équipe qui s'investit et qui va avoir besoin de faire corps, et lui, pour le coup, il s'exprime totalement dans ce registre-là. Donc, je dois avouer que moi, à titre personnel, j'arrive pas à voir Colomwani, même si dans le marasme, il a l'air d'avoir pu produire un petit peu mieux que les autres dans le jeu en tous les cas. Mais ouais, je vois pas forcément Colomwani. Et donc c'est vrai que moi c'est le joueur à gauche où je voyais Audobert, mais
j'ai un peu de doute sur sa capacité à être aligné directement au coup d'envoi. Donc moi, j'ai une incertitude en attaque parce que je vois Kudus et Richarlison sûr, mais ouais, le troisième, j'arrive pas à voir qui ça peut être. Ouais, tiens, on me dit sur live, Matistel qui a disparu des radars. Bah alors c'est pas compliqué, il est pas sur la liste de la Ligue des Champions. Voilà. Il y a lui, Dragouzine, celui qui a un blaze chelou, là, j'arrive pas à me rappeler. Il y en a 4 ou 5 chez eux. Ils ont un effectif en nombre assez colossal. Alors il y a plein d'absents. Mais ils ont beaucoup de blessés. Ouais, c'est ça. Ils ont une collection. En blessé, ils ont James Madison, Kulusevski. Bah, c'est Kulusevski, je crois, qui est même pas sur la liste Champions League non plus. Lui, c'est un bête de joueur pour le coup. Ouais, non, non, ils ont beaucoup de joueurs absents en attaque. Solanke qui sera pas là non plus, qui est un neuf qui aurait été un peu gênant pour notre équipe. Donc, ouais, non, non, et il y a beaucoup il y a beaucoup de joueurs comme ça qu'ils ont pas. C'est Enfin, je trouve que ça montre bien à quel point le club est pas très bien géré. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà en gros l'équipe un peu, le 11 qu'on peut attendre de Tottenham au Parc des Princes. On passe au Paris Saint-Germain, ce qui est quand même un peu ce qui nous concerne le plus. Donc je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce sera Chevalier dans les buts. Ensuite, en défense, Zaïre Emery à droite, j'imagine. Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes à gauche. On est d'accord? On est d'accord. Oui. C'est pas très grave, compliqué. Mathieu même pas daigné ouvrir le micro, hein. Il est là, faites le sale boulot, j'arrive après. Mathieu, il a annoncé, lui, c'est offensivement, il va nous placer Lee, donc Oui. on attend. Non, mais grand débat pour mercredi. Est-ce que Vitinha va jouer? C'est un grand débat. Je pense on peut lancer le live Allez, là-dessus. alors donc au milieu, Ruiz, Vitinha, Neves, le trio champion d'Europe, super champion d'Europe même, parce qu'on a gagné, il paraît, contre ceux d'en face. Et arrive devant Nuno Mendes remplaçant. Ah non, 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 je peux vous dire que Nuno il sera Ah bah titulaire. non. Non, 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 titulaire direct. Et Ce serait une gestion très étrange quand même. ouais, Zabarni n'est plus suspendu, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il va jouer. Zabarni, on va plutôt le retrouver samedi après, en train de s'accrocher avec Balogun sur des ballons en profondeur. Et donc devant, ils sont en gros 4 pour 3 postes. Alors, Gonzalo, je suis désolé, tu n'es pas convié au coup d'envoi, hein. Ton accréditation ne s'active qu'à partir de 22h. Il reste donc Barcola, Gvara, Mayulu, Eli. Messieurs, je vous écoute. Ah, Balogun est suspendu contre le PSG. Bah, formidable. Donc, revenons à nos moutons. Gvara, Barco, Bah, Eli. J'ai pas compté Mbaye. il y aura déjà Barcola et Guevara qui seront titulaires. Je pense que le doute, c'est surtout en fait qui de Lee ou de Mayulu jouera. Et après, ça influera sur le positionnement de Barcola et Guevara par ricochet, quoi. Hmm. Ouais. Mais c'est pour ça que l'entrée de Gvara en joueur axial m'a un peu surpris. Ouais. Ouais, c'est curieux parce que le truc, c'est que Mayulu est un petit peu dans un mini creux. Ouais. D'ailleurs, Luis Enrique l'a d'ailleurs caché, hein, parce que n'a pas évoqué, mais en conférence de presse, il a quand même cité quelques noms de joueurs un peu Dans le doute, ouais. un petit peu dans le dur, ouais, ou dans le Et il doute l'a cité, en ouais. ce moment. Et il a cité Mayulu. Donc, je sais pas. Enfin, personnellement, je verrais avec l'entrée en plus de Gvara, je serais pas surpris d'avoir un trio Lee à droite, Gvara axial et Barcola à gauche. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Voilà. Mathieu, Blaise, pardon, vas-y, sur ton côté, comment tu imagines l'attaque? Mais c'est vrai que il y a quelques semaines, on aurait dit Mayulu sans hésiter. D'ailleurs, je crois qu'avant le Bayern, on disait Mayulu. Là, on a plus de mal à se dire que Mayulu est assuré d'y être, non? Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que ce que Lee produit pour l'équipe et même au niveau de ses performances le rend crédible. Sa sortie pardon, du match assez tôt peut laisser augurer une titularisation, même si tu as rappelé que lui avait peut-être d'autres enjeux physiques. Mais je dois avouer que moi, dans ce qui m'a mis un peu le doute, mais bon, par les joueurs disponibles, j'arrive pas forcément à le croire, c'est que Barcola, quand même, il est rentré à droite. Et je trouve, même dans le match que sera celui de mercredi, Tottenham a Van de Ven. Et c'est un joueur très rapide et parfois qui prend des libertés très grandes offensivement. Et Barcola, lui, il a ce profil-là
pour être assez discipliné et suivre assez loin les joueurs. Et on sait que parfois, Luis Enrique, il surjoue un peu les interprétations tactiques. Donc, Barcola à droite, je l'éloignerais pas, mais malheureusement, enfin, après, ça mettrait Lee dans l'axe où il est pas forcément dans la meilleure position. Donc, j'avoue, j'ai ce petit doute, mais oui, je pense que on partirait potentiellement avec le trio Kvara dans l'axe, Barcola à gauche et Lee côté droit. Mathieu, de ton côté, puisque tu t'es toujours pas, je pense que tu t'es remis de l'annonce Vitinha titulaire. Comment tu imagines devant le trio alors de ton côté? C'est un peu la question. Effectivement, je partirais sur Tanguy titulaire et un trio assez mobile en fait avec des positions qui vont varier forcément entre les trois joueurs. Les trois peuvent occuper les trois postes en fait. Donc Mm. c'est, ça offre quand même pas mal de solutions. Et si tu t'attends à un bloc bas et une équipe qui va t'attendre, tu auras besoin d'être assez inventif à ce niveau-là et de ne pas donner de points de référence. C'est des attaquants des défenseurs pardon comme Romero, comme Van de Ven, comme Danso aussi. C'est sans doute le chemin à suivre en espérant que tout le monde soit dans un bon soir d'inspiration mercredi. Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis sur l'adaptation à l'équipe adverse, comment il s'appelle? Thomas Frank va s'adapter au PSG. Luis Enrique est capable de s'adapter aussi. C'est vrai que est-ce que Lee finalement est pas le joueur Lee ou Kvara qui alterne entre la droite et l'axe pour jouer justement entre Palinha, Bentancur et les trois de derrière, quoi. Trouver le petit espace où tu as besoin d'être juste techniquement pour ensuite éventuellement décaler les autres, peut-être. Alors c'est sûr que tu vas pas gagner un duel dans les airs avec Lee contre Van de Ven, Romero et Danso. Ça, voilà. Mais au sol, des petits gabarits très vifs, capables de percuter ou de faire des dribbles dans des tout petits espaces, c'est peut-être ce que tu as de mieux à opposer contre trois grands gaillards de première ligue, quoi. Et si tu joues avec Lee axial, ça peut te faire un quatrième milieu en fait, Mm, dans un secteur où Tottenham va jouer avec un double pivot et avec deux joueurs devant mm. qui seront sans doute là pour neutraliser l'influence de Vitinha justement. Ouais, Puisque si tu parles pas qu'ils vont jouer en 3-4-3 avec deux numéros 10, deux joueurs axiaux derrière l'attaquant, ça peut être une zone où tu as besoin aussi de répondre par du nombre et donc d'avoir un joueur, un faux neuf à ce niveau-là. ouais. Non, non, mais oui, oui, c'est vrai. Euh, donc on partirait un peu tous sur Lee titulaire plutôt que Mayulu. À voir. Après, c'est les états de forme qui dictent aussi Mm. les dynamiques des uns et des autres. C'est normal quand il y a pas de joueurs qui s'imposent, il manque des titulaires de la fin de saison dernière. Bah, forcément, c'est un peu les places sont ouvertes et c'est aux joueurs de montrer par la performance et leur prestation de pouvoir mériter ces postes qui s'ouvrent. Donc là, je pense que la dynamique est plutôt pour Lee Kang-in. Après, à moins que Luis Enrique veuille se garder une cartouche en gardant le coréen en cours de rencontre et rejouer le coup du mois d'août avec Ramos et Elite qui rentrent en jeu si jamais ça tourne mal. Mais a priori, si Dembélé est dispo euh, pour entrer en jeu, ce qui semble être le cas, Ouais. ce serait plutôt lui ton joker. Ouais, ouais, non, c'est sûr que Dembélé en joker ou Ramos ou bah, Mbaye avait fait une grosse entrée aussi contre Tottenham au mois d'août. Bon, t'as quelques cartouches, quelques cartouches, mais c'est pas facile. On dit notre neuf, c'est Joao, pourquoi pas. Peut-être qu'on aura Mayulu et Lee si Lucho veut surprendre en faisant rentrer Ramos, Fabian s'il est pas encore au top. Ah si, Fabian a fait 2 fois 90 Oh non, non, minutes, non. il joue, hein. Ouais, il faut qu'il joue. Ouais, je pense qu'il fera 90 minutes ou pas loin. Donc peut-être que Mayulu le remplacera en cours de rencontre, mais Fabian sera titulaire. S'il a joué que 20 minutes ce week-end, c'est parce que justement il avait beaucoup joué en sélection et que des matchs importants arrivent. D'ailleurs, l'entrée de Fabian, autant Vitinha a fait un peu n'importe quoi avec le ballon, autant Fabian, il a un niveau là en ce moment avec le ballon, c'est une histoire d'amour. Sur les clés de ce PSG Tottenham, on a un peu évoqué. Bah déjà, c'est le deuxième Tottenham PSG Tottenham en 3 mois, puisqu'on avait joué contre eux au mois d'août. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez un peu des clés de ce match, Blaise, Daryl, Mathieu? Est-ce que tout est entre les mains du PSG? Oui, Blaise, est-ce que le Tottenham peut faire des choses? Bah, très honnêtement, j'ai du mal à imaginer, bien évidemment, que Tottenham puisse l'emporter. Après, il va falloir être vigilant parce que on a montré quelques faiblesses par moment dans la gestion de la transition et puis on a toujours une incertitude
bien évidemment dans la gestion de la défense et la gestion de la surface avec un gardien qui a du mal à s'acclimater. Et quand on voit un peu ce qu'est ce Tottenham, ils vont avoir un plan de jeu assez clair, hein. Tout ce qui va se rapprocher de la ligne médiane va être joué long. Les touches vont être jouées longues. Avec si Danso est titulaire, il va les jouer côté droit et côté gauche. Donc vraiment une volonté de mettre le ballon dans la surface et donc de importance de gagner des duels. Donc Chevalier, Marquinhos évidemment seront attendus là et Joao Neves qui on en a parlé offensivement. Bah, je pense que là, encore une fois, il va tirer son épingle du jeu, il va avoir une sacrée importance. Mais oui, sinon, à part ça, je pense qu'on aura très, très clairement le ballon et il va pas falloir forcément trop tarder avant d'ouvrir le score. Là, c'est ça qui est marrant, c'est que je me dis qu'il faut pas trop tarder à ouvrir les scores et en même temps il faut être très patient. Parce que c'est un match qui sera pas forcément décidé au bout de 15, 20, 30 minutes. Et Tottenham, quand on les voit jouer, c'est pas une bonne équipe, clairement. Mais je trouve que c'est une équipe qui refuse de mourir un peu en fait. Où là, par exemple, ils sont menés 3-0 contre Arsenal et ils reviennent à 3-1 et ils arrivent à mettre un certain doute malgré tout. Ils sont pas si loin et tu sens pas la débandade totale en fin de rencontre malgré tout, je trouve. C'est une équipe Un qui, doute vite fait quand même, hein. ouais, mais même, je En sais gros, pas. ils arrivaient à enchaîner 2-3 passes, quoi. Oui, voilà. Non, mais oui, non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, oui, ils sont pas bons. Et collés offensivement, c'est une équipe par rapport aux joueurs qu'ils ont, c'est effroyable. Vraiment, ils sont effroyables offensivement. Mais je trouve qu'ils ont dans leur horreur, ils ont un certain esprit de corps en fait. Je les vois bien être un peu comme Newcastle était venu jouer au Parc des Princes, vous voyez, où on fait 1-1 là avec pléthore d'occasions parce que Newcastle, il y avait toujours un pied qui traînait, un arrêt du gardien, tout ça quoi. Et je les vois bien dans un match, je les vois bien faire un match similaire à ce que Newcastle avait pu faire chez nous il y a 2 ans pile d'ailleurs. Donc, j'attends de voir. Après, c'est vrai que le match Super Coupe, ils avaient très bien lu le PSG, puis on était physiquement à la ramasse, hein. On avait fait 4 entraînements, voilà. Mais je m'attends vraiment à un match compliqué. Alors après, si c'est très simple, je serais ravi de m'être trompé. Mais je pense que c'est peut-être, ça va pas forcément être une partie de plaisir. Parce que je trouve que c'est une équipe qui refuse un peu de mourir et il faudra vraiment faire un match complet, bien 90 minutes, pas avoir un trou de 20 minutes, hein, parce que c'est quand même la Ligue des Champions. On va jouer des joueurs qui vont être à mon sens surmotivés, je pense notamment Simons et Colomwani, hein, voilà. On serait inspiré de soigner notre différence de but, bah déjà qu'on gagne, parce que c'est quand même jamais, ça reste une équipe de Première Ligue, hein, c'est quand même le championnat le plus compétitif de la planète, même si c'est pas une très bonne équipe. Oui, oui Daryl, excuse-moi. Ouais, non, mais la différence de but, ça va. On est trop, c'est pas trop une complication en Ligue des Champions, pour le coup. Pas encore. On est pas trop mal, là. Oui, c'est vrai. Non mais oui, oui, c'est sûr. Sachant qu'on a gagné 4-0 contre Atalanta, qu'on a mis 7-2 à Leverkusen, on doit toujours être à plus 10 de mémoire, donc ou plus 9 désormais. Bon, ça va quoi, Oui, tu peux vivre avec, hein. oui, bah, je pense qu'on est meilleure attaque, là, enfin, avec, à égalité avec le Bayern. Non. Je sais pas, tiens, je suis en train de cliquer pour aller voir les standings. Et effectivement, but pour 14, égalité avec le Bayern. Ouais. On est la meilleure attaque avec le Bayern. Et pas loin devant le Barça et Dortmund, hein. Dortmund, on est à 13. Bon, le problème, Dortmund, ils en ont 13, ils en ont encaissé 11. Donc, c'est pas glorieux. Mais ouais, on est toujours la meilleure attaque. En revanche, avec 5 buts encaissés, on est loin d'être la meilleure défense et on a plus 9 en différence de but. Et Tottenham en Ligue des Champions est 10ème, 8 points, 2 victoires, 2 défaites, 7 buts marqués, mais 2 encaissés seulement. Donc c'est pas trop mal. Bon, c'est pas l'OM la meilleure attaque. Non, c'est en Ligue 1 seulement ça. En Ligue des Champions, les adversaires sont un peu plus sérieux. Bizarrement, Mason Greenwood ne marque moins de buts. Mathieu ou Blaise ou Daryl sur quelques clés du match comme ça à la veille de la rencontre. Oui, Daryl? Les coups de pied arrêtés. Pour Ah le oui. coup, autant c'était une grande faiblesse de Tottenham l'an dernier, mais bon, avec Thomas Frank, qui était en plus un grand spécialiste et qui mettait beaucoup l'accent dessus précédemment, bah, il a importé ça avec lui à Tottenham. Et là, bah, c'est une équipe qui a beaucoup progressé dans ce registre-là. Et étant donné, bah, de toute façon, Blaise l'a un peu évoqué, hein, avec les longues touches, les longs ballons joués dès la ligne médiane, etc. Mais là, sur les coups de pied arrêtés, il va falloir être très vigilant parce que c'est une équipe qui a des joueurs
Grand. très, très physique et très, très taillé pour ça, et qui s'appuie énormément sur cet aspect du jeu. Et d'ailleurs, même Thomas Frank avait parlé avant le match contre Arsenal. Il en avait fait justement une des clés en disant que l'équipe qui la gérerait le mieux serait celle qui s'imposerait. Bon, au final, Arsenal a marqué 4 buts dans le jeu. Euh, on sent que c'est un entraîneur qui donne beaucoup d'importance à cette phase-là. Et bon, les progrès qu'on a fait cette année dans ce registre sont les bienvenus. Et il va falloir les mettre en évidence mercredi. Ouais. Et comme on me le rappelle sur là, effectivement, en Supercoupe, les 2 buts de Tottenham avaient été sur 2 coups de pied Ouais, arrêtés. exactement. Ouais. En fait, Donc, même globalement, un peu c'est une équipe qui est, on l'a dit, hein, en termes de créativité, ça ne vole pas bien haut, surtout avec les joueurs blessés qu'ils ont. mm. Et les coups de pied arrêtés, c'est un peu, bon, c'est pas tout ce qu'ils ont, mais pas loin, quoi. Ouais, ouais, c'est terrible, mais c'est pas totalement faux. Non, mais c'est vrai que par exemple, je sais que ce qui nous avait surpris, je sais pas si vous vous rappelez, la Supercoupe d'Europe, les coups francs à moins de 65 mètres du but parisien, donc ça fait quand même pas mal de 65 mètres, ça fait beaucoup de coups francs, il les jouait directement dans la boîte, hein, quand même. C'était un truc. Le deuxième but, c'est Vicario, si je me trompe pas, qui va chercher. Donc c'est ou c'est le premier but. Il y a un des 2 buts. Je sais que le coup franc est tiré par Vicario. Ouais, Mathieu, tu te rappelles? Oui, il y avait aussi des gants un peu glissants sur le deuxième but. Oui. Mais ça, c'est notre sujet. Mais oui, non, mais après, sur la stratégie sur coup de pied arrêté, malheureusement, c'est Arsenal qui a lancé un peu, et Nico Joves qui ont lancé un peu la mode en avril dernier. Faut s'y habituer. C'est de bonne guerre, mais bon, c'est vrai que ça rend les matchs un peu pénibles à suivre, puisque si à chaque arrêt de jeu, à chaque coup franc, c'est directement mis dans la boîte, les touches et longues, etc. Mais Mm. ça va être ça, hein. Bah ouais, non, mais ça va être ça, bien sûr. Mais, ouais. Mais après, faut faire attention au retour de Thomas Partey quand même, parce que attention, hein, ça va tout changer, hein. Ah bordel, dans 10 ans, je crois que je rigolerai encore de ça Ça quand même. sera un des grands moments de la campagne. Non mais la campagne de Ligue des Champions a basculé sur 3 trucs, hein. Le remplacement de Habib Beye par Sidney Govou, le retour de Thomas Partey et l'explosion de Désiré Doué, hein. Le reste, c'est tout pareil avant et après, hein. Mais bon, visiblement, c'est Danso leur Thomas Partey. Bah écoutez, Ouais, non, c'est vrai que c'était Danso qui faisait les longs touches, hein, il me semble, face à nous en Super Coupe. oui, oui, c'était lui, c'était lui. Le mec, il était C'était de la tranquille. catapulte. Il était tranquille à Lens, là. Et il finit à faire la catapulte dans le nord de Londres. Franchement, il était mieux avec Francaise. Hein. Et je pense que Francaise, et Kevin Danso lui manque beaucoup aussi, hein, parce que j'ai vu ce week-end, il était pas content. Mais bon. C'est quoi cette photo terrifiante? Bah, c'est Thomas Frank en train d'expliquer en avant-saison à Tottenham ses plans aux supporters. Donc d'entrée, il leur a dit des choses terrifiantes et il a pas menti parce que les regarder jouer, c'est vraiment terrifiant. Honnêtement, hein, je sais pas s'il y a une équipe qui offensivement joue plus mal que Tottenham en ayant des moyens pareils. C'est... Oh, waouh. Non, je le souhaite à personne à regarder ça. Oui, Blaise? Je pense Non, qu'il mais tout. non, ah oui, vas-y, Blaise, ouais, vas-y. Non, non, j'allais juste ajouter comme United. Philo. United, ouais. Et encore. Et encore, hein, ouais, C'est j'allais mieux, dire hein? encore, Ah oui, United, ils ont un peu des milieux et surtout, en fait, Tottenham, dès que les joueurs ils sont face au jeu, en fait, ils doivent créer l'exploit individuel. Kudus, franchement, il fait peine à voir parce que il n'a que les dribbles et les tentatives individuelles pour essayer d'exister. Hein. Hmm. Non, mais ouais. Puis, si je veux être un peu méchant avec Mohamed Kudus, il fait un peu froid pour lui. On est dans la période de l'année où il hiberne. Il va se réveiller en mars-avril pour aller chercher la prolongation ou la prime. Et puis après, il se recouche vers octobre. Et non, mais on le connaît, hein, c'est bon. Mais non, ouais, on nous dit Tottenham à regarder, c'est un peu triste. Manu, c'est rigolo. Ah, Manu a fait un grand numéro de cirque ce soir encore. Donc, ils sont durs à départager, les deux, quand même. Mais bon, voilà. On me dit c'est Sylvain Ripoll. Ça, c'est drôle, ça. Sylvain Ripoll, pas génial, génial comme coach, par contre. Thomas Frank, coach pénible à jouer, au moins. Sylvain Ripoll, pardon. Assez rigolo Mais, quand on regarde ce qu'il fait, mais c'est tout. Oui, Blaise, mais par excuse-moi. contre, à l'instar de ce qui s'est passé ce week-end, même si on l'a pas vu quand on les a affrontés en août, je pense que cette équipe, en fait, l'écart, le match peut très bien se terminer à un partout ou à un 0.
pour nous, comme il peut se terminer avec un gros score. Par Ouais, contre, dans ce cas de figure-là, il y a qu'une équipe qui peut mettre le gros score. ouais, non, c'est sûr. Non, mais ouais, voilà, c'est une équipe qui est limitée et qui est très incomplète surtout, mais qui part en fait individuellement. Il y a beaucoup de bons joueurs. Hein. Van de Ven, Romero, même Danso, on l'a vu en Ligue 1, c'était plutôt un bon joueur. Peut-être pas au niveau du Pedro Porro en sélection espagnole. Tout le monde vous dit c'est un super joueur, par exemple. Bon, Tottenham, c'est un peu moins un super joueur. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de bons joueurs, mais c'est vrai que collectivement, bah ça, c'est pas ça, quoi, tout simplement. Donc ils font avec ce qu'ils ont, et puis c'est très frustrant, mais enfin surtout pour eux d'ailleurs. Et c'est comme ça, quoi. Le le Tottenham actuel est pas une équipe. Il y a eu des équipes de Tottenham dans le passé qui étaient très sympas, euh, mais celle-là pas du tout, quoi, pour le coup. On nous dit sur les codes du match, Paris est largement favori. Ouais, ouais, c'est normal, mais les codes du match disent pas forcément le scénario du match, quoi. Et c'est vrai que des gros scores contre des Anglais, c'est arrivé combien de fois que le PSG? Bah, Liverpool a pris 3-0 au Parc des Princes, mais c'était quand même il y a 28 ans. J'avoue que j'ai pas de gros scores au Parc contre des Anglais. Euh, donc, ouais. Voilà, peut-être que c'est annonciateur, on verra. On a mené 5-1 contre Et à Aston Villa, 4-2. mais ça s'est arrêté Ouais. à la 30e Ouais, minute. 4-2 contre City, 3-1 contre Aston Villa, mais Ouais. c'est vrai qu'on a rarement gagné de plus de 2 buts contre un club Même, anglais. même 3-1 contre Arsenal. Oui, bah, plus de 2 buts, c'est rare. Même, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. dans les années QSI, je pense que c'est pas arrivé. Non, non. Chelsea s'était fait dominer dans les grandes largeurs quand on fait 1-1 contre eux, ça doit être février 2015. Bah oui, c'est 3 jours après Périscope. le, le grand moment de Serge Aurier. Mais par contre, ouais, c'est vrai on n'avait pas gagné pour autant, quoi. On avait fait un match extraordinaire, on les avait mais lessivés, mais pourtant bah, un partout, quoi, à la fin. Ce qui permet de faire 2-2 et de passer au retour, mais ça c'est autre chose. Donc ouais, non, les clubs anglais ont souvent une belle résistance. Puis après, ils ont l'habitude d'être dans la compétition la plus totale tous les week-ends, donc ils ont pas trop le choix, quoi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Tottenham? Daryl, Blaise, Mathieu, sur les choses à éviter, à espérer, je vous écoute. Oui, Blaise, non? Non, juste à combien, entre guillemets, à combien de points on peut être assuré d'être dans le top 8? 15? D'après les calculs d'Opta qui ont été faits avec leur super calculateur, 15 cette année, ils disent. Ok, 14,99, je crois Ouais. qu'ils ont estimé, même. ok. Donc là, on a 9 Bon, points, Ouais, après, il faut viser plus, hein, parce que Oui, on oui. peut surtout que dire là, que il y a Arsenal-Bayern, donc Mm. Ouais. on était ouais, mais pour assurer le top bien 8, et puis positionné pour le après, top. tu vas chercher. Oui, mais le top 8 normalement, franchement, d'autant plus qu'on on a déjà joué en fait toutes les équipes chapeau 1 et chapeau 2, les restes chapeau 3 et chapeau 4, même si bon, il y a Tottenham et Newcastle, mais Ouais. voilà, a priori, on a affronté la partie la plus compliquée de notre calendrier sur le papier. Donc, on est sorti avec un 9 sur 12. Là, le top 8, ne pas l'obtenir serait un vrai échec. Pour moi, il Ouais, faut non, viser c'est vraiment sûr. le top 4 minimum. Là. Écoute, qu'on gagne demain et puis on verra ensuite. Après, c'est vrai qu'il faut aller à Bilbao. Bilbao, normalement, on doit pouvoir gagner. Sporting, on doit vraiment pouvoir gagner. Et puis, c'est possible que sur la dernière journée, on jouera une place et Newcastle, le top 8 aussi. Hein. Attention, hein, le PSG Newcastle, à la fin, il n'est pas donné. Hein. Donc, Newcastle à l'extérieur, c'est pas très bon. c'est pas terrible, ouais, je sais. Heureusement qu'on va pas là-bas, par contre. Hein. D'ailleurs, Oui, voilà. Ça aurait été enfin, une très mauvaise nouvelle, mais par contre, les recevoir, bon. ouais. Le Barça est allé gagner là-bas quand même. Franchement, Laporta, il avait dû faire un sacré buffet. Hein. Mais bref, c'est autre chose. Mais pour me rappeler me rappeler de ce match, effectivement, vaut mieux pas jouer là-bas. Parce que Ouais, non, non. ils avaient fait un pur match, Newcastle. Ouais, mais même quand Liverpool est allé gagner à Newcastle, c'est un hold-up de fou. Hein. C'est une équipe chez elle, c'est vrai. Bah, nous, on avait pris une tempête. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a pris 4-1 et waouh, comme on me dit 4-1, la claque qu'on s'est prise. Je crois que la vraie claque, ça a été les 10 Bah, premières minutes. ouais, mais c'est peut-être la plus grosse claque de l'ère Luis Enrique. Hein. Ouais. Globalement, on n'a C'est jamais été impressionnant. autant en difficulté Mm. que lors de ce match. Donc, ouais, City a perdu ce week-end. Oui, on sait. Enfin, bon, en tout cas, j'ai vu des bouts. Je pense que Daryl et Blaise possiblement aussi. Ouais, non, non. Ça a beaucoup. L'enterrement en Mundovision pour Ugarte. Non, l'enterrement de Ugarte, c'est à San Siro. Là, il y a Loftus-Cheek qui est toujours en train de danser autour de sa tombe, je crois, le pauvre. C'est vraiment là qu'on a perdu Manuel Ugarte. C'est à San Siro un soir de novembre.
À Newcastle, il avait coulé comme les autres, mais pas plus, pas moins dans le fond. Voilà. C'est là où tu te rends compte que les Anglais, ils s'en foutent vraiment de la Ligue des Champions et même des Ah autres oui. championnats, parce que s'ils n'ont pas vu ce match-là, pour mettre 60 millions Manchester United, c'est des génies. Ouais. Après, enfin, je veux citer une anecdote très simple. Pour Chelsea, qui joue à Stamford Bridge, qui est un club, un stade assez petit, il est plus facile d'obtenir des places en Ligue des Champions à Chelsea que des places en Première Ligue. Tellement, pour eux, le truc, c'est le week-end, c'est la Première Ligue. C'est pas la Ligue des Champions, les premiers tours. C'est ouais, non, Oui, c'est ça. voilà, voilà. Avant le mois de mars, ils s'y intéressent pas vraiment, en fait. Non, c'est ça. Et l'an dernier, la saison de Liverpool, ils se font arrêter ils allaient en huitième de finale contre le PSG au péno chez eux et tout. Non, allez, c'est pas très grave, on a été champion, quoi. Donc c'est un concept, quoi. Il pousse le concept du championnat national très très loin, quoi. Après, c'est peut-être pour ça que c'est le plus valorisé de la planète aussi. Mais bon. Allez, sur ce, on a fini pour cette semaine. On n'a pas fait trop long. On a 1h55 seulement. Je vous retrouve donc sur le site évidemment dès ce soir, cette nuit, demain, tout le temps, comme toujours. On se retrouvera nous pour le débrief, je pense. Alors en théorie, ça sera jeudi soir, à part si j'ai un contretemps ou autre, mais normalement, ça sera jeudi soir, probablement 22h. On vous souhaite une bonne semaine et puis voilà, tout simplement. Je sais plus ce que je voulais vous raconter. Merci à tous ceux qui ont racheté ou acheté Rouge et Bleu, la nouvelle édition. Bon, l'ancienne édition, elle est plus en vente. Ceux qui ont eu du mal à le trouver, j'ai signalé le problème à l'éditeur. Mais en tout cas, il est dispo normalement en ligne et il devrait arriver chez vous petit à petit. Oui, Mathieu, je sens un truc qui va Et arriver. et ton passage sur Ah oui, France oui, Bleu Île-de-France jeudi. je serai chez France Bleu Paris. Donc j'enregistre jeudi à partir de 13h30, si je me souviens, il faut que je regarde l'agenda. Et ça sera diffusé un peu plus tard dans la journée où on parlera du livre, de PSG Tottenham, de Culture PSG, tout ça. Voilà. Mais sinon, nous, pour vous retrouver le podcast de Culture PSG avec les habituels, les habitués, les fidèles et tout ça, nous, ce sera jeudi soir, normalement à 22h. Voilà. Chez Pia Clemens, effectivement, je vais. Alors, je sais pas si c'est chez Pia, je crois que c'est pas chez elle, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est à la maison de la radio. Hein. On se connaît à peine, on s'invite pas Non, encore en chez fait, nous. c'est un resto dans le 6e chez Pia, en fait. D'accord. Eh bien, je note, merci. Merci Mathieu pour ces bonnes adresses. Allez, sur ce, gros bisous à tous, bonne nuit et à très vite. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde. Bonne nuit, Ciao, bisous. Bonne nuit et vive l'open source comme toujours. Salut à tous.